Donc peut-être avant de commencer, un petit mot de la part du public. Est-ce que certains d'entre vous ont quelque chose à dire là-dessus sur la notion de bifurcation? Est-ce que ça vous évoque quelque chose là comme ça? Ouais, t'as à chaud, à chaud. Alors quelqu'un a envie de s'exprimer là-dessus? Le programme de Jean-Luc Mélenchon. Le programme de Jean-Luc Mélenchon, on rentre sur des choses politiques. Oui. À fond à gauche, la bifurcation. Oui. Beaucoup d'envie, souvent peu de réalisation. Voilà, c'est intéressant ça. Beaucoup d'envie, peu de réalisation. D'autres choses? Plutôt négatif, la bifurcation. Non? Beaucoup de réalisation, je suis Ouais. pas d'accord. Pas forcément d'accord. Ouais, mais c'est... Comme ça bifurque. Ça bifurque, mais ça change, ça avance, ça évolue. Ok. D'autres choses là-bas dans le fond? Un avis sur la bifurcation? Sur le programme de Jean-Luc Mélenchon, Il a été payé, vous croyez, ou comment ça se passe? La bifurcation, plus radicale que la transition, peut-être? Voilà, c'est une question qu'on va vous poser cet après-midi. Donc ça, c'est pour un peu établir les règles du jeu sur les 2 heures qui nous attendent. On est sur un café citoyen. Donc on est sur une modalité de partage, d'échange. Vous avez le droit d'aller prendre une petite bière en cours de route. Vous avez le droit, vous verrez, il y aura des temps d'intervention aussi pour vous. Et ce sera un vrai plaisir de vous entendre et d'avoir vos réactions, vos questions, les émotions que peut-être ont suscité les intervenants qui sont avec nous aujourd'hui et que je vais m'empresser de vous présenter dans quelques instants. Donc bifurquer, concrètement, ça vient du latin bis furca, donc comme la fourche en fait. Et c'est amusant parce que c'est se diviser en deux d'abord. C'est la première définition du Larousse. Changer de direction, voilà, on change de direction ou on change de chemin. Voilà, 3 définitions pour la notion de bifurquer. Donc votre route ne correspond plus à vos attentes ou vos valeurs. Vous cherchez à sortir des sentiers battus, à explorer de nouveaux champs des possibles. Vous désirez vous engager dans de nouvelles voies, mais comment s'y prendre? Par où commencer? Voilà. En 2022, il y a eu l'appel à bifurquer des étudiants d'AgroParisTech, qui a fait beaucoup de bruit, qui a beaucoup marqué à la fois la presse et les esprits. Et voilà les termes qui étaient employés par ces étudiants. Nous avons décidé de chercher d'autres voies, de refuser de servir ce système et de construire nos propres chemins. Alors, cet appel se voulait politique, il s'adressait aux gens qui doutent. Et il appelait à un changement radical. Vous, j'aimerais savoir évidemment ce que vous en pensez cet après-midi. Est-ce que leur radicalité vous semble excessive ou au contraire indispensable? Est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce qu'elle vous effraie? Est-ce qu'elle vous semble désirable pour vos propres existences? Alors, bien sûr, on va avoir l'occasion d'enrichir nos opinions sur ce sujet cet après-midi grâce à nos intervenants. Donc on est sur un temps vraiment d'inspiration et de réflexion. Et on va découvrir d'abord le parcours des 4 personnes qui sont là devant moi et comment elles ont bifurqué vers une économie de l'entraide. Comment elles voient cette notion de radicalité. Et puis ensuite, on vous écoutera, vous, à chaque intervention. Vous aurez l'occasion de nous raconter un peu, vous, ce que vous en pensez. Et ce que ça vous inspire pour peut-être la suite de votre vie, qui sait. Alors, on va commencer avec Benji Spano, qui est juste là à ma droite, qui vous racontera comment il a bifurqué de Roubaix à Notre-Dame-des-Landes à la découverte d'une vie en collectivité. Donc peut-être Benji, un petit mot, un petit teaser, comment tu te sens devant ces gens qui sont là pour t'écouter. Je me sens bien, il fait beau. Merci d'être là. Il faut m'aider avec des questions parce que je vais avoir du mal. C'est plus pour toi, là, pour dire bonjour au public. Eh bien, bonjour, je m'appelle Benji, je suis roubaisien, je suis né au Pile, au quartier du Pile, et j'ai quitté Roubaix à mes 26 ans, j'en ai maintenant 36, et je rentrerai un peu plus dans les détails tout à l'heure, mais je pense que j'ai jamais été aussi heureux que depuis que j'ai bifurqué, si j'utilise les termes choisis aujourd'hui. Super, merci beaucoup Benji. Nous aurons ensuite le plaisir d'écouter Sophie Digo, qui nous partagera le sens d'une politique de l'hospitalité à travers son engagement auprès du réseau Migration 59. Sophie, est-ce que tu souhaites dire un petit mot à mes participants avant de démarrer ce temps d'échange? Peut-être Benji, tu peux lui passer le micro. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je pense que la bifurcation est un terme qu'il faut justement pas trop radicaliser, mais on aura l'occasion d'en rediscuter, parce que nous sommes des êtres en constante bifurcation. La question, c'est de savoir si on subit nos bifurcations ou si on essaye aussi de les choisir.
Et je pense que c'est un des enjeux aujourd'hui. Ensuite, on découvrira le développement d'un projet incarnant des valeurs de solidarité et d'entraide aux côtés de Louisa Azy et de Vincent Boutry, qui sont juste au bout là-bas. Le projet d'habitat écologique, léger et partagé au cœur du quartier du Trichon. Donc là, on est vraiment à 2 pas, hein. Peut-être que certains d'entre vous connaissent même. Vincent, Louisa, un petit mot avant de commencer notre temps d'échange. Ouais, un petit mot. Voilà. Bon. Moi, c'est Alors, un bonjour. peu plus près, Louisa, peut-être du micro. Ah ouais. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Moi, en fait, la question s'est posée il y a très longtemps. Je suis de Roubaix et la bifurcation, pour moi, ça a toujours été. C'est plus qu'une question qui est nouveau, quoi. C'est plus une ancienne question que j'ai depuis l'âge de 16 ans. Je suis partie déjà de Roubaix parce que je suis originaire de Roubaix. Et voilà, ça a été ma première bifurcation. Et finalement, ça a donné à plusieurs bifurcations. Voilà. On découvrira tous ensemble tout à l'heure. Vincent, un petit mot peut-être. Ouais, Vincent. Donc moi, j'anime l'Université populaire et citoyenne depuis longtemps. J'essaye de bifurquer, donc j'ai 60 piges, bientôt à la retraite. Et je suis plutôt classe moyenne, avec une famille, enfin un peu. J'essaie de créer les conditions et j'appelle à l'aide aussi pour le faire collectivement, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment j'essaie de créer ces conditions dans Roubaix, à Roubaix, pour qu'on invente une autre façon de vivre, et puisqu'on doit changer radicalement nos modes de vie. Et donc, il y a une urgence absolue. Et voilà, donc on a un mouvement qui est engagé, qui fait beaucoup de choses, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un certain nombre d'habitants qui essaient d'aller un peu plus loin dans la démonstration d'une radicalité un peu plus grande. Sinon, on ne sera pas à l'heure au rendez-vous. Voilà. Super, merci beaucoup Vincent. Alors, si tu bifurquais à Roubaix vers une économie de l'entraide, ça commence maintenant. Bienvenue. On va commencer du coup avec toi, Benji. Tu as bifurqué, donc tu le disais tout à l'heure, de Roubaix à Notre-Dame-des-Landes, une des plus fameuses ZAD françaises. Alors qu'elle nous fascine ou nous effraie, la ZAD suscite l'intérêt. Ça, on ne peut pas dire le contraire, elle ne laisse pas indifférent. Alors une ZAD pour les participants, j'ai découvert cette semaine que la ZAD avait un double sens en fait. Alors pour le gouvernement, c'est une zone d'aménagement différée. Pour les zadistes, c'est une zone à défendre. Voilà, moi je la connaissais plutôt sous le terme de zone à défendre, mais c'est amusant de voir que la définition n'est pas tout à fait le même pour ceux qui s'emparent de ces territoires et ceux qui souhaitent s'en emparer activement, voilà, et faire peut-être de l'argent dessus. Donc celle de Notre-Dame-des-Landes a été créée en 2009 dans le cadre d'une lutte populaire contre le projet d'aéroport du Grand Ouest. Alors Benji, du coup tu as 36 ans, tu viens de Roubaix, et suite à des études en communication, voilà, que tu as été impatient de quitter, tu es rentré en salariat. Et tu m'évoquais qu'à ce moment-là, il y a eu un effet de douche froide. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là ? Eh ben, en fait, je pense comme plein de personnes, je vivais le système scolaire comme une oppression, comme quelque chose qui contrôle beaucoup trop ma vie. Et je m'imaginais rentrer dans le monde du travail comme une émancipation, en fait. Bon. Et alors, quand j'ai eu mon premier CDI et que j'ai vu que ma vie consisterait, apparemment tout le monde était content pour moi, que ma vie consisterait à travailler pour payer un appart, pour payer une bagnole, pour aller au travail, passer mes week-ends à faire ma lessive et pour retourner au travail. Enfin, je me suis dit, si c'est ça la vie, je n'en veux pas. C'était ça, la douche froide. C'était vraiment ça, la douche froide. Et du coup, on a vécu le printemps arabe à cette époque, et pour toi, ça a sonné comme un déclic. Alors, du coup, s'ensuit un engagement au sein du mouvement Réelle Démocratie Maintenant. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette période de ta vie, toi ? Oui, alors à vrai dire, ça a commencé, vous vous souvenez, c'était Fillon, je crois, qui voulait passer les CPE, le contrat de première embauche. C'est bien Fillon, hein ? Non, c'était De Villepin, ouais. Bon bref, et moi j'étais lycéen à ce moment-là, et je comprends que j'arrive bientôt sur le marché du travail, et que ces contrats, ça va être une arnaque parmi d'autres. Donc je descends dans la rue, et je me retrouve, comme plein de gens, à faire des manifs qui se terminent à 16h et qui mènent pas bien loin. Mais en même temps, ce mouvement a été victorieux, donc ça m'a donné goût à la mobilisation. Je me suis dit, quand littéralement on essaie de nous arnaquer, se mobiliser, c'est pas perdu. Mais bon, j'avais besoin d'aller plus loin.
Parce que je me disais, mais c'est quand même pas normal que des personnes qui sont censées... Enfin, vous voyez, on nous présente l'État comme un État-providence qui est là pour nous soigner et tout ça. Et là, moi, ado que j'étais, je vois ça comme une arnaque, quoi. En fait, des gens qui nous regardent droit dans les yeux et qui nous disent, non, non, nous, on est là pour faire notre beurre sur votre dos, quoi. Donc, non, j'étais pas d'accord. Et donc, c'est un peu dans cette mentalité que commence le printemps arabe, et où je me dis, mais ces gens se battent contre des vraies dictatures, et pendant que nous, on se fait endormir par des fausses démocraties. C'est terrible. Bon, ben voilà, on me dit, t'es un rebelle, ça va te passer. Vous voyez le genre, quoi. Et puis bon, ça m'est pas passé. Et puis assez rapidement, avec la crise, vous vous rappelez en 2008, la crise des subprimes, tout ça, la Grèce qui coule, l'Italie qui est pas loin de suivre, l'Espagne, tout ça. Il y a un mouvement mondial qui est né, qui s'appelait Occupy Wall Street aux États-Unis, qui s'appelait Indignados Real Democracia en Espagne, qui était en Grèce, tout ça, et qui était en France. Et moi, à ce moment-là, je bossais, je vivotais, j'avais des petits jobs par-ci par-là. J'avais été licencié économique suite à la crise immobilière de 2008. Et donc, ça a vachement nourri aussi mon sens critique de ce système. Je me suis un peu renseigné sur le système bancaire, sur comment on en arrive là. Et bon, j'en arrive au constat que ça va s'aggraver, quoi. Donc, quand ce mouvement a commencé, pour ma part, il consistait à aller rejoindre la toute petite cellule lilloise de Réelle Démocratie, où on organisait des assemblées populaires place Riche-B. On essayait d'impliquer des personnes, on pensait des actions au Pôle emploi. Je sais pas si à l'époque c'était déjà le Pôle emploi, je crois que oui. On organisait des actions pour créer du débat entre les agents Pôle emploi et les chômeurs, pour recréer des ponts. On organisait des actions de récupération de produits mis à la poubelle, mais en fait pour les redistribuer. Enfin, vous voyez, des tas de choses sur des tas de fronts différents. Et en fait, ce à quoi j'ai surtout goûté, c'est que s'organiser, ça nous sort de l'isolement. C'est-à-dire que je me sentais vraiment seul, même si j'étais aimé et que j'aimais ma famille, je me sentais seul dans mon constat du monde, et c'était pas t'es un rebelle, ça va te passer, ou tu nous saoules avec tes histoires, ou t'as vu, j'ai acheté du bio, qui allait me satisfaire, quoi. Ça commençait à créer un vrai mal-être. Donc le fait d'être en action, ça faisait un tel bien que j'en suis tombé accro, en fait. Et donc nos mobilisations ont duré comme ça 1 an, qui a mené à ce qu'on ait fait à un moment des marches. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les personnes qui s'en rappellent, à l'époque, le mouvement des indignés était parti de la Puerta del Sol en Espagne, à Madrid, si je me rappelle bien, et les gens avaient fait une marche dans toute l'Europe. Ils étaient allés jusqu'à Bruxelles, puis ensuite jusqu'à Nice, où il y avait un contre-sommet, puis ensuite jusqu'à Rome, et ensuite jusqu'à Athènes. Et cette marche, elle avait beaucoup fait parler de ce mouvement. Donc nous, parallèlement, on avait organisé une marche de Lille à Paris. Et en fait, forcément, marcher, rencontrer les gens dans la campagne, dans les villes, camper sur les parvis des mairies, en expliquant aux maires à chaque fois, mais vous êtes nos exécutants, on paye des impôts ou on va en payer. Elle est à nous, cette place, en fait. Donc, on se réappropriait la rue et le débat public, et on voulait une réelle démocratie au sens de l'organisation locale. Et c'est ce qu'on prônait sur notre chemin, et puis le très bel accueil qu'on avait de nombreuses personnes m'a conforté dans tout ça. Mais forcément, après, une fois chose faite, retourner dans la réalité de chercher un emploi, chercher un appart, j'avais l'impression de nourrir la bête qui me mangeait, enfin de l'aider, quoi. Donc ça faisait une contradiction très inconfortable, qui a fait que quand j'ai entendu parler par des amis militants qu'il existait un endroit en France où les gens avaient sédentarisé ce mode de pensée, ce mode d'action, je me suis dit, il faut que j'aille voir ça, sinon je vais le regretter toute ma vie, quoi. Et c'est comme ça que tu as rejoint Notre-Dame-des-Landes, finalement. Ouais, en gros, ouais. Ok. Et quand tu es arrivé là-bas, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? J'imagine que tu te projetais, que tu t'es imaginé quelque chose. Est-ce que lorsque tu es arrivé sur place, c'était conforme à ce que tu t'étais imaginé? Est-ce qu'au contraire, ça a été différent, et pourquoi? Raconte-nous un petit peu cette arrivée à Notre-Dame-des-Landes. Eh bien, c'est pas facile, mais c'était bien plus simple que ce que je m'imaginais. Enfin, vous voyez, on a l'impression de faire un grand pas, de faire une bifurcation incroyable et de changer radicalement de mode de vie, et qu'il faut un courage incroyable pour le faire. En fait, non. C'est comme déménager, vous voyez. On déménage, on change de ville, on change d'habitude, on change de voisin, on change de pote. C'était exactement pareil, mais avec une finalité, c'est-à-dire il faut bosser pour manger,
Mais là, il ne s'agit pas d'aller faire un emploi tout pourri qui sert une machine inutile pour aller s'acheter des aliments dégueulasses dans des magasins pourris aussi. Là, il s'agit de travailler la terre et de partager les fruits et de... Voilà, donc c'était bien plus simple que ce que j'imaginais. Après, c'est sûr que bon, faut s'imaginer 1650 hectares de campagne bocagère. Donc, un bocage, c'est une zone humide qui a été préservée du démembrement, c'est-à-dire que comme les terres ont été gelées dès les années 60, eh bien, le rasage, enfin le massacre qui a eu lieu dans toutes les campagnes de France, de raser les haies, de faire des immenses parcelles et tout ça, n'a pas eu lieu là-bas, puisque les terres étaient gelées. Donc nous, on a hérité de plein de petites parcelles encadrées par des haies bocagères, des fossés, de l'eau, c'est des zones humides. Il y a de l'élevage, c'est surtout pour l'élevage que cet endroit a été créé de main humaine il y a 200 ans, puisque c'était des marécages avant. Et nous, on hérite de ça, et il faut s'imaginer des paysans et paysannes qui habitent là de longue date, voire même depuis plusieurs générations, qui ont refusé devant Vinci et devant l'État de partir, et qui, à un moment où, avec le soutien de citoyens montés en association, de la Confédération paysanne et de différents regroupements agricoles bio locaux, malgré tout ce soutien, la machine avançait et les recours étaient niés et tout ce travail, il était écrasé par la volonté étatique. Donc quand il a commencé à avoir des premiers jeunes qui sont venus occuper les fermes abandonnées en disant mais en fait c'est avec notre corps qu'il faut occuper ces territoires, toutes ces terres dont on dit qu'elles sont abandonnées, eh ben il faut les réinvestir, il faut faire de l'élevage, il faut y faire du maraîchage et on pourra plus dire que c'est une campagne morte, quoi. Donc là, je vous parle d'une période que j'ai pas connue, qui se situe entre 2009 et 2012. En 2012, l'État, voyant ça se faire, décide de faire l'opération César, et donc de venir avec quelque chose comme, je crois, 1500 gendarmes, pour venir expulser massivement les squatteurs, détruire les cabanes qui ont été construites, les sortir des maisons qu'ils ont occupées, et surtout détruire les maisons occupées ou pas encore occupées. Donc c'est des maisons en vieille pierre magnifiques qui étaient là parfois depuis le XVIIIe siècle. Elles sont détruites, les gens sont expulsés, mais les gens résistent. Et en fait, l'indignation, la colère qu'a soulevé ce constat a fait venir des gens de toute la France. Et quelques temps plus tard, ils ont organisé ce qu'on a appelé nous par la suite la manif de réoccupation. C'est 40 000 personnes qui sont venues réoccuper le terrain, reconstruire des petits hameaux de cabanes, reprendre les quelques maisons qui restaient, réinvestir les maisons qui avaient été détruites, réinvestir la surface bâtissable, et puis mettre en échec en fait l'opération de répression. Et de là, l'État décide de jouer la stratégie du pourrissement. Bon, on va laisser tous ces punks avec tous ces paysans se bouffer le nez, et puis on va retirer toute instance, il y avait plus rien. Pour moi, c'était inimaginable d'arriver dans un endroit où la mainmise étatique n'existait plus. Il n'y avait plus d'instance d'aucune manière. Donc c'était liberté totale d'agir. Eux misaient sur le fait que on ferait n'importe quoi et que on était des grands gamins. Et nous, on misait sur le fait qu'il fallait construire nos propres instances, nos propres façons de travailler le sol. Et on l'a fait pendant 6 ans, jusqu'à l'abandon du projet d'aéroport et la seconde vague d'expulsion qui a eu lieu en 2018, dans laquelle on a perdu énormément d'habitats, de complices, d'amis, mais à laquelle on a survécu quand même, et qui nous a fait rentrer dans la nouvelle phase dans laquelle on est depuis 2018, qui est de maintenir notre activité et notre façon de vivre sur ce territoire. Alors, est-ce que tu peux nous raconter justement comment tu vis là-bas, toi ? Ça se passe comment ? Dans quoi tu vis ? Qu'est-ce que vous avez construit comme solidarité, comme gouvernance peut-être ? Quelques mots là-dessus, ça pourrait nous éclairer aussi pour qu'on se projette un peu avec toi à Notre-Dame-des-Landes. Du coup, je vais le reprendre, mais en répondant à ta première question à laquelle je n'ai pas répondu. Parce que quand je suis arrivé à cet endroit-là, je suis allé dans une des fermes qui était occupée, qui s'appelle Bellevue, et j'ai été. Il y avait un dortoir, ce qu'on appelle là-bas des free shops, donc des endroits où tous les dons sont entreposés et disponibles à tout le monde. Et donc assez rapidement, je me suis mis à entretenir et faire de l'accueil à cet endroit-là. Entretenir l'endroit, faire tourner la ferme, on faisait du fromage, on entretenait les locaux, quoi. Et on les développait, on les améliorait, et surtout ils étaient en lien avec des tas d'autres fermes qui étaient occupées de la même manière et tout ça. Assez rapidement, c'était Bellevue en particulier, c'était un véritable vortex. C'est arrivé là-dedans, t'avais plus une seconde à toi. Dès le petit déjeuner,
on se réveillait avec les premiers, on s'endormait avec les derniers couchés, et puis dès le petit déjeuner, c'était prosélyte, et puis les gens qui viennent d'arriver, faut les briefer, les problèmes à gérer, les chantiers, les trucs, bon bref. Assez rapidement, avec ma compagne, avec qui j'y étais allé, on se dit il nous faut de l'intimité là, il nous faut un lieu à nous, intime, où on peut des fois se mettre en recul de toute cette émulsion là, et pour y être plus efficace. Et on faisait du fromage de chèvre à ce moment-là. Il fallait qu'on fasse 10 minutes de vélo pour aller à une autre ferme où on avait nos chèvres, puis on revenait à Bellevue avec le lait pour le transformer. Et sur le trajet, on avait repéré tous les deux une petite parcelle super mignonne que le mouvement avait choisi de mettre le mouvement avait mis un arboretum à cet endroit-là, comme en guise d'occupation. Donc nous, voyant cette parcelle, on attend une réunion quelconque, parce que c'est la réunionnite aiguë en permanence là-bas. On attend une de ces réunions pour dire voilà, nous on a repéré une parcelle, on aimerait bien s'y mettre, on y ferait une cabane, on a peur à ce qu'elle massacre pas la parcelle, donc on fera quelque chose de réversible. Et puis bon, on n'a pas de moyens, donc on va le faire avec les moyens du bord. Donc, les gens étaient déjà surpris qu'on demande, puisque c'était freestyle, tout le monde fait ce qu'il veut à ce moment-là. Donc ils étaient gênés d'avoir à nous dire oui. Donc voilà, donc à partir de là, on est allé camper sur cette parcelle. Parce que à ce moment-là, le camping c'était beaucoup plus agréable. Au moins, on se réveillait à deux, on était tranquille, quoi. Et puis on a commencé à construire. Alors au début, on prenait des palettes, on enlevait des planches, on va faire, voilà, on avait repéré quelques bouquins, on faisait comme on pouvait, quoi. Les gens nous voyant faire, se sont dit mais c'est des grands malades ceux-là avec leurs palettes. Et bon, on va les aider. Donc un jour, on s'était dit pour les pilotis. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qui traîne ? Des pneus. C'est des pneus, des poteaux électriques, du matériel de barricade, il y en avait de partout. Donc on s'était dit, on va prendre ces pneus, on va les empiler, les remplir de cailloux, et puis ça fera des pilotis. Donc on reçoit quelques conseils, on se met à faire ça, sauf que le seul endroit où il y avait des gravats qu'on avait repérés, il était à quelques centaines de mètres, et puis on y allait avec une brouette, on remplissait. C'était un cagnard pas possible cette année-là, et on revenait avec notre brouette, et on remplissait nos pneus. Sauf qu'il fallait 9 brouettes pour un pneu, et on avait 9 pneus, enfin 9 pilotis. La bonne journée, quoi. Voilà. Et donc, au bout de 3 jours à nous voir faire des allers-retours, il y a un pote zadiste qui s'avère être un ancien paysan et qui, lui, avait plutôt accès aux tracteurs et tout du coin. On se connaissait pas encore, mais un jour, on l'a vu arriver avec un immense godet de cailloux et il nous l'a vidé sur la parcelle en disant voilà, arrêtez d'être con quand même. Et voilà, bon ça c'est pour illustrer, et je vais pas vous faire tous les exemples, mais la cabane ça n'a été qu'une succession d'exemples comme ça. On nous voit essayer de construire des poutres creuses, parce que c'est une technique qui existe avec des palettes. On dit non, ça va jamais marcher, il y a un pote qui est charpentier, il se trouve que c'est un zadiste, lui il a lancé une occupation avec des moutons, mais par ailleurs il est charpentier. Donc il était allé démonter un vieil hangar, parce que c'était un gars du cru, il avait du réseau quoi, et il était allé démonter un très vieux hangar pour en monter un neuf. Et le vieux hangar, il l'a récupéré et il nous l'a déposé sur la parcelle. Il nous a dit allez, vous n'avez plus d'excuses, la bonne chance. Et donc voilà, donc je lui montre des plans. Voilà, moi j'avais joué aux Sims dans ma vie, je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu où on construit des maisons sur ordinateur. Donc j'ai pris une feuille à carreaux, j'ai fait le Sims comme ça. Et il me dit ouais, ça se tient, ça peut marcher ton truc. Bon, tu peux enlever quelques poutres. Ah bon, je vais venir t'aider. Puis il est venu nous aider une première fois, on a compris le principe et on a construit la structure. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a fait notre réseau, on a rencontré des gens, on a été aidés sur des chantiers, donc les gens sont venus nous aider sur le nôtre. Fallait manger, donc ce chantier il s'est étiré. D'une part parce qu'on pouvait pas être 100% sur le chantier puisque on était sur les jardins, on était sur la politique, sur les actions, sur les manifestations, les machins, les trucs. Mais on avançait pas à pas et on dormait toujours dans cette tente en attendant. Et puis un moment est venu où la cabane était faite. Et où là, on avait récupéré dans les poubelles de Monsieur Store des super fenêtres démontées de vieilles maisons, quoi. Et là, je me mets dans ce salon. Donc là, j'ai fait un grand bond d'1 an et demi. Hein, ça nous a pris 1 an et demi. Et je suis dans le salon et je regarde. On a une terrasse au-dessus. On s'était fait une terrasse, tout bien et tout, plein sud, vue sur le verger. Et là, je me suis dit, mais si j'étais resté à Roubaix, dans le salariat, dans ce truc-là, mais jamais j'aurais accédé à un habitat plein sud, jardin, jamais. Et donc là, je me suis dit, c'est bien parce que entre nos bras, nos solidarités et notre action, il y a des tas d'institutions et une volonté de nous maintenir la tête sous l'eau qu'on n'y arrive pas. Parce que si ça tient qu'à nous, on y arrive. Et là, ça tenait qu'à nous, donc on a fait un village. Oh, c'est super beau comme histoire, ouais, ça me touche beaucoup.
Ce qui me frappe beaucoup dans ce que tu racontes, c'est que à tous les instants, finalement, cette solidarité, elle vous accompagne dans votre cheminement, dans votre construction, et qu'effectivement, tu pars d'un endroit où tu es insatisfait de ta vie, de ton travail, et tu te retrouves dans un paysage de nature avec une terrasse plein sud. Donc c'est très amusant parce que la majorité des gens, quand ils évoquent leur rêve de vie, c'est un jour avoir une maison peut-être avec une belle terrasse qui donne plein sud. C'est du délire que tu n'as pas eu à rembourser pendant 25 ans, du coup, si je comprends bien. Elle m'a coûté, cette maison, alors c'est une maisonnette qui faisait 25 mètres carrés au sol, plus un étage. À côté, on a fait une terrasse, on avait une au-dessus, mais on en a fait une à côté. Puis à côté, on a fait une chambre, par la suite, de 12 mètres carrés. La totalité de tout ça, achat d'outils compris, ça nous a coûté, à 2 personnes, ça nous a coûté 3 000 €. Voilà. Et autre satisfaction, enfin, vous voyez, c'est le sentiment d'avoir prise sur le territoire où on est. On n'est pas, comme moi j'avais toujours vécu, des personnes de passage qui louent un appart, qui n'ont même pas le droit de planter un clou, qui sommes là pour payer, et c'est tout. Là, quand on a construit cet endroit, là-bas on donnait des noms à nos endroits. Et les gens n'ont pas de nom de famille, ils ont un nom de lieu. On dit un tel de tel lieu, une telle de tel lieu et tout ça. Et donc il fallait à un moment donné qu'il y ait un nom à notre lieu. Étant donné qu'à chaque fois qu'on s'est couché en se disant... autre anecdote, on s'endort en se disant quand même là, c'est galère d'être recroquevillé devant notre poêle à bois. Déjà, on avait un poêle à bois. Ce serait bien qu'on ait un siège. Eh ben, je vous jure que on va se coucher et le lendemain à 7h du matin, on entend un moteur comme ça. Ah, tiens, qu'est-ce qui se passe? On regarde par la fenêtre et il y a un mec. On savait pas qui c'était. On a appris plus tard que c'était un voisin qui se fait appeler Tarzan. Donc c'était un habitant historique, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas spécialement militant, mais juste il habite là, il a refusé de partir, il élève des émeus, des wallabies et des daims, et donc on l'appelle Tarzan. Et comme il l'avait vu en passant, en allant au boulot, lui, il voyait notre cabane se construire, il avait démonté je sais plus quoi, et ce jour-là, il se dit tiens, j'ai des sièges, je vais leur ramener. Mais il avait aucune idée, nous, qu'on en cherchait. Mais ce matin-là, on a regardé par la fenêtre et on a vu cet illustre inconnu sortir de son camion 3 sièges, en cuir et tout, les poser devant notre rue et partir. Et bon, j'en ai plein des anecdotes comme ça avec cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'on a choisi de l'appeler la Baraka, l'endroit. Petit clin d'œil, hein. On n'est pas loin de la coopérative Ouais. qui porte le même nom. Ouais, dont on n'avait aucune idée d'ailleurs à l'époque. Ok, magnifique. Bah, du coup, moi j'ai une question à te poser avant qu'on laisse la parole au public. Est-ce que tu dirais que ton mode de vie aujourd'hui est radical ? Qu'on le veuille ou non, à vrai dire. C'était que, bon, de toute façon, c'était les moyens à notre disposition. Moi, j'ai pas auto-construit en récup ma cabane par idéologie, un peu, mais surtout par nécessité et parce que j'en avais la possibilité. Donc voilà, on se retrouvait dans une forme de radicalité. Après, c'était radical aussi parce qu'on allait à la racine de certains problèmes sociétaux. Vous voyez, moi, ça m'a énormément changé, la ZAD. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une question d'habitat, d'une question de paysannerie, c'est ça, d'une question naturaliste, c'est aussi le cas, d'une question politique, c'est aussi une question existentielle. Comment on se comporte les uns et les unes envers les autres, comment les hommes repensent profondément leur comportement vis-à-vis des femmes, parce que sinon de toute façon ils se font laminer. Et voilà, et c'est merveilleux. Comment on pense notre privilège, là encore d'hommes blancs par exemple, et comment donc on arrive à se soustraire à ce privilège pour laisser plus de place à d'autres dedans. C'est des tas de choses très profondes, difficiles à décrire en vérité, il faut les vivre quoi, mais qui nous changent même dans notre façon de nous organiser, dans notre façon de distribuer la parole, dans notre façon de décider. Il y a à tous les niveaux, on voulait réinventer l'eau chaude en fait, ou l'eau tiède. Bon. Il y a plein de moments où, en fin de compte, ça s'est avéré inutile ou un peu trop utopique. Et puis il y a des moments où c'était vraiment, c'est super de le faire. Ça l'est encore. Super, merci beaucoup, Benji. Bah voilà, je pense qu'on peut l'applaudir bien fort pour ce beau témoignage. Et peut-être maintenant, chers participants, chères participantes, qu'est-ce que ça vous évoque? Ah, il y a déjà une main qui se lève là-bas, c'est super. Moi, l'expérience que j'ai avec les Roms, par exemple, par chez nous, c'est que quand ils se font expulser, c'est arrivé une fois, par exemple, ils nous ont appelés pour qu'on aille accompagner leur expulsion parce qu'on avait plein de voitures avec des boules et qu'on pouvait prendre les caravanes qu'ils ne pouvaient pas prendre et que notre présence allait alléger la matraque. Le problème, c'est que les zadistes ont suffisamment été diabolisés et matraqués
pour que ce soit que relatif. Maintenant, je pense pas que d'autres communautés aient d'intérêt à reproduire ce que font les zadistes, puisqu'elles nous ont pas attendu. Enfin, les Roms, ils ont une pratique qui est la leur depuis longtemps. Ils ont depuis longtemps composé avec ce qui se pose à eux et elles. Et je les vois mal, et je me vois mal leur expliquer comment faire, et je les vois mal de toute façon en tenir compte, puisqu'ils ont déjà leur pratique. Donc, à part être solidaire de ce qui leur arrive, et éventuellement aller se mettre entre eux et elles et la matraque, je vois pas trop ce qu'on peut faire. En revanche, tu peux peut-être revenir sur. Tu expliquais que finalement le mouvement de la ZAD aujourd'hui est devenu un lieu d'inspiration pour toutes les autres zones à défendre et tous ces mouvements de solidarité, d'entraide. Comment vous procédez aujourd'hui pour partager votre expérience finalement ? Est-ce que vous avez trouvé des moyens de partager ? Alors, ce qu'on a fait, c'est pas tant partager notre expérience, si quand on nous le demande, bien sûr, mais c'est plutôt partager les fruits de notre lieu. En gros, on s'est constitué en base arrière locale. L'idée, c'était, c'est super, on a des terres, on a des productions, on a un savoir-faire à force, on a du matos. On a joui énormément du soutien massif local et national. Maintenant que c'est gagné, il faut qu'on fasse un juste retour des choses, quoi. Donc, bon, avant même l'abandon, en 2016, pendant le mouvement Loi Travail, par exemple, quand il y avait énormément de piquets de grève et de mobilisation, on commençait à avoir une assise suffisante pour fonder ce qu'on a appelé la cagette des terres. Et la cagette des terres, c'est une caravane qu'on a construite, et on s'est équipé de matériel, sonos, tables, bancs, barnum, et d'un trésor de guerre, comme on l'a appelé, c'est-à-dire tous les produits qu'on produisait, qu'on transformait, qu'on stockait, nous permettaient, sur tout piquet de grève, rond-point de gilets jaunes, occupation étudiante pour faire de l'accueil d'urgence, et j'en passe, ou les manifs à Paris organisés par les mouvements antiracistes ou les collectifs Justice et Vérité, à chaque fois d'y aller avec ce qu'on a comme matériel pour aller aider, quoi. Donc on pouvait aller chez les métallos, les métallurgistes de Nantes qui étaient en piquet de grève et qui voulaient maintenir leur piquet de grève. On est allé chez eux comme on est allé chez les postiers, comme on est allé chez les comment on appelle ça, les dames qui font du soutien familial, de l'aide, les auxiliaires de vie. Qui étaient en grève aussi. Bon, et l'idée, c'était d'aller avec des cagettes de légumes, avec assez de nourriture pour 5 personnes pour une semaine, par gréviste, mais pour que tout simplement le manque d'argent dû à la grève soit pas un problème pour reconduire la grève, puisque tu rentres chez toi le soir avec une cagette pour une semaine de nourriture, tu peux reproduire ta grève. Bon, on avait cette action-là. On allait sur les ronds-points de gilets jaunes avec tout un petit déjeuner à déployer. Voilà, c'était ça. On a créé le camp mobile. Donc ça, on a la cagette des terres pour la nourriture, disons, et la visibilisation et la sono. On a le camp mobile pour le matos, donc c'est des barnums. On peut arriver et déployer un camp, quoi, avec des tables, chaises, cantines, tout ça. Et puis on est passé de petites interventions comme ça pendant le mouvement Loi Travail à actuellement l'organisation de grands camps où on accueille 30 000 personnes à Sainte-Soline, par exemple, là le plus récemment. Wow. Ah ouais, je savais pas que vous aviez participé. Ok, super. Merci pour cette réponse. Il y a d'autres réactions dans le public. Ça peut être des questions, mais ça peut être aussi des réactions. Une inertie, tu veux dire, une continuité, ouais. Eh oui. De toute façon, en gros, on est quand même, c'est un village de personnes qui ont choisi d'exister pour ça. Parce qu'on organise tout. Comment dire ? En fait, voilà, il y a 5 volets à notre existence là-bas. Je les ai déjà évoqués tout à l'heure, c'est peut-être une redite. C'est l'habitat, de quelle façon on habite le territoire, aussi bien en termes de s'impliquer dans son territoire que de comment on ne l'impacte pas trop. Comment, donc habitat réversible, habitat partagé, etc. Il y a le volet paysannerie, comment on produit dans le respect des sols, dans l'intelligence des rotations de parcelles et tout. En fin de compte, là encore, on n'invente rien, on va juste puiser dans le bon sens, en fait. La notion, disons, naturaliste en lutte, c'est comment on observe, on comprend les choses qui nous environnent et comment on identifie de quelle façon on s'inscrit dedans. Donc les tritons, telle plante, les prairies oligotrophes, attention là pas de cabane parce que les herbes c'est ceci, mais là les herbes c'est cela, là, voilà. À chaque fois je rentre pas dans les détails, vous excuserez, c'est des boîtes de Pandore à chaque fois. La question évidemment du soutien aux luttes.
local. Et en fait, donc là, pour répondre à ta question, c'est ce pan-là, c'est le pan où on accueille sur place, on s'est doté, moi par exemple j'ai construit une salle, après j'ai quitté la baraka, j'habite maintenant à un autre endroit que j'ai construit qui s'appelle l'Ambazada, et c'est une immense salle commune, enfin immense, pour nous c'est immense, elle fait 130 mètres carrés, on l'a faite la plus belle possible, et elle nous sert à la fois pour héberger toutes nos instances, mais aussi pour accueillir le Transborder Camp, c'est-à-dire la réunion de toutes les associations et groupes qui luttent et qui soutiennent les réfugiés en Méditerranée, ou les apatistes, quand elles sont venues il n'y a pas si longtemps, les Kanaks, quand ils étaient en lutte par rapport au référendum. Bon, voyez, c'est un lieu qui est tourné vers l'extérieur aussi. C'est donc notre forme de lutter, c'est de mettre à disposition nos infrastructures, mais c'est aussi de déplacer nos infrastructures, comme je le disais tout à l'heure, avec le camp mobile, la cagette et tout ça. À l'échelle locale, on va aller soutenir les citoyens mobilisés contre un site Amazon qui devait s'implanter au sud de Nantes, qui était une petite asso citoyenne, un comité quoi, qui était un peu esselé, qui est allé taper à notre porte, et on y est allé avec tout ça pour que ça fasse du remue-ménage. Donc ouais, on existe encore principalement pour ça. Et le dernier pan, qui est celui qui nous gonfle éperdument et qu'on ne voulait pas, c'est celui qui est arrivé dans nos vies suite aux expulsions et au début de la régularisation, c'est-à-dire toute la bataille administrative qu'on mène désormais pour rester. On est loin d'avoir fini, on est encore squatter, donc là, l'État a fait de sorte de pouvoir raconter désormais que c'est revenu à l'état de droit, qu'il n'y a plus que des paysans, que c'est fini, qu'on n'en parle plus. Mais il n'en est rien. On est encore 300 personnes. On a encore l'essentiel de nos lieux. On a perdu énormément de cabanes, des amis, tout ça. Mais disons, beaucoup de choses se sont effritées, mais le mouvement s'est recomposé autour des axes que je vous ai cités tout à l'heure. Et on est là plus que jamais, quoi. Donc, voilà. C'est rassurant. Ils sont encore là. Une petite dernière réaction peut-être de madame. Là, je vois, il y avait un monsieur tout à l'heure qui... Oui. Alors là, j'ai deux questions. Organisation et durabilité ouais. du processus. Bon, alors, pour la durabilité, ça tient déjà au confort dont on s'est doté. Hein, là, on en est au stade où, parce qu'on entretient la forêt, on produit notre propre bois d'œuvre, on construit en dur. On a créé une usine. Là, ça fait 1 an maintenant qu'elle tourne, elle se lance. On a créé une usine de panneaux de paille. Donc, en gros, on peut faire nos structures. On peut les isoler avec nos panneaux de paille. On a de l'argile partout sous les pieds pour faire les enduits. On se fait des maisons de plus en plus sympathiques. C'est ce qu'on aime appeler, en référence au communard, le luxe communal. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de vivre au rabais. Moi, quand j'ai commencé à construire ma cabane et que beaucoup vivaient encore un peu en galérien, il y en a qui me disaient bourgeois. Je dis, mais j'espère bien. Je ne fais pas la révolution pour vivre en galère, sinon je reste dans mon appart tout pourri. L'État, en effet, il offre des choses merveilleuses. Alors, je pense que ce qu'il a de plus beau à offrir, l'État, c'est ce qu'on a acquis de haute lutte, c'est ce qu'on a instauré de nous-mêmes, en fait. Et c'est ce qu'on continuera de défendre de haute lutte, ou ce qu'on est en train de perdre là depuis des années. Donc, en fin de compte, il n'y a que en nous, moi, que je crois, pour accéder à ces choses-là. Alors, c'est super, il y a encore des hôpitaux, plus ou moins. Donc là, nous, on a des groupes médics, on a des personnes, alors on va du généraliste, la naturopathe, ostéopathie chinoise, on a des tas de compétences diverses et variées, on peut vraiment se tourner les uns vers les autres pour naître, grandir, vieillir. C'est des choses qui se font déjà sur la ZAD. Les partages de garde d'enfants. Bon, je vous dresse un portrait tout rose et tout. Vous imaginez bien que non, c'est rempli de galères, c'est rempli de couacs. Mais en fin de compte, les problèmes d'une vie qu'on a choisie sont beaucoup plus supportables. Et donc, ouais, on va continuer de développer des habitats de plus en plus bien pensés pour y vieillir, mais surtout les personnes d'entre nous qui vieillissent déjà, qui ont passé, disons, les 70 ans, par exemple. Et voilà, elles nous disent ça je peux plus. Et tu peux quoi encore? Ça j'aime bien. Fais ça. Et puis nous on va s'occuper du reste. Et puis tout le monde est mélangé, donc forcément il y a des tas de gens qui préfèrent vieillir dans une petite chambrée à côté du salon qui est un peu bruyant plutôt que seul dans un truc médicalisé quoi. Et nous on est rassurés de savoir qu'on a des routes juste à côté et encore un peu des ambulances pour venir au cas où quoi. Est-ce que tu peux brièvement du coup répondre à madame sur nos organisations? Et sur nos organisations, brièvement, alors j'ai essayé. Brièvement, ça va être du coup incomplet, mais c'est en constante évolution, donc je vais vous donner la photographie actuelle de notre fonctionnement. C'est
on a l'assemblée des usages, qui en fait est, elle, divisée en 3 espaces. Il y a donc l'assemblée des usages où on met sur la table les problématiques de vie, enfin les problématiques ou les nouveautés de notre vie collective, de territoire. Tiens, il y a tel chemin à retaper. Tiens, on a besoin d'un coup de main dans tel jardin. À nous, on a tel projet. Enfin, tout le monde fait un peu état de où est-ce qu'il en est, et on se compte les forces vives et tout ça. On y fait aussi état de l'état de notre négociation. Bon, alors la commission, alors c'est des tas de commissions. Hein. La commission Habitat, on a vu les élus, c'est le bras de fer en ce moment sur telle question, on aurait besoin de produire tel dossier, et à chaque fois c'est au consensus. Donc les personnes impliquées qui ont le nez dans le dossier font état d'où est-ce qu'on en est. Les personnes concernées, que nous sommes toutes et tous là-bas, on donne nos avis. Chacune dit où est-ce qu'il est, jusqu'où il était prêt à aller. Et puis à partir de là, on voit les forces qu'on a, on voit ce qui est réaliste de réclamer et d'exiger aussi au regard du rapport de force, parce qu'il y a énormément de questions du rapport de force qu'on arrive à établir en tant que lobby local. Et il s'établit aussi bien dans les recours qu'on est prêt à mettre à l'œuvre, l'argent qu'on arrive à soulever, que les routes qu'on est capable de bloquer à tout moment. Et c'est l'imbrication de tout ça qui fait le rapport de force. Et c'est ce rapport de force qui fait qu'on arrive à pousser la chose. Bon, notre premier espace, il consiste à ça. Après, il faut le mettre en travail, ça. Donc là, c'est le deuxième espace. Le deuxième espace, c'est pas des plénières où on cause de tout ça. On vient, la dernière plénière, elle a dégagé tel et tel travaux. Et puis les personnes compétentes ou en cours d'être compétentes se réunissent autour de la table, planchent là-dessus. Soit ça produit un travail qui peut être mis à l'œuvre, il est mis à l'œuvre. Soit le travail produit nécessite de repartir en AG pour être revalidé parce qu'un constat fait que ça a changé. Et comme les choses, on fonctionne de façon horizontale, eh ben, on est en débat permanent sur toutes les questions. Et le troisième et dernier espace, c'est celui, disons, plutôt des sujets de fond. Donc celui-là, il n'a pas d'enjeu de décision. Il a des formats variables en fonction de qui l'organise. Et les sujets vont de qu'est-ce que c'est être paysan en ce moment sur la ZAD et comment les copains, copines paysannes, là, comment vous le vivez, de quoi vous auriez besoin et pourquoi tel problème, quelle serait la solution. On va aller dans des sujets de fond quoi, de notre vie. Ça, ce sont les 3 grands espaces. Et après, il y a une multitude d'activités. Gestion forestière, jardin partagé, la scierie, la charpente, la couverture en ardoise, le panneau de paille, la santé, les problèmes à gérer de vie commune, quoi. Les moments de crise, tout ça. Toutes ces choses-là, elles ont des espaces réguliers, des petites réunions, quoi, propres à chaque activité. Certaines sont des institutions maintenant, ça fait 10 ans que le Jardin des Rouges et Noirs tourne et a ses chantiers collectifs du mercredi et ses réunions du vendredi. Et il y a d'autres choses qui sont très ponctuelles, en fait, le temps de la nécessité. Là, il y a telle chose à gérer, ça ouvre un espace de réunion qui dure le temps de le gérer et puis après ça disparaît. On va passer du coup maintenant à Sophie Djibo qui est juste à ta droite. Alors Sophie, du coup, toi tu as 40 ans, tu es philosophe et militante, tu es enseignante de philosophie en lettres supérieures, chercheuse spécialiste des questions migratoires et tu es aussi l'autrice d'un certain nombre d'ouvrages. On t'a vu passer dans les journaux il y a quelques temps suite aux nombreuses menaces dont tu as été victime de la part de l'extrême droite lorsque tu as tenté d'emmener des étudiants à la rencontre de l'association L'Auberge des Migrants à Calais. Ton histoire fait quand même écho à l'actualité. Dernièrement, on en a vu qu'il y en a d'autres qui ont été menacés par des militants d'extrême droite aussi, malheureusement. Est-ce que tu peux revenir brièvement sur cette expérience pour nous dire ce qu'elle a induit un peu comme changement dans ta pratique de ton métier peut-être et dans ta façon de percevoir ton travail ? Elle a fracassé ma vie professionnelle, je pense quand même en grande partie, puisque je ne peux plus enseigner pour des raisons de sécurité. De même que Yannick Brévin a renoncé à son mandat de maire très récemment. Donc voilà, c'est quand même là, c'est pas des bifurcations, je pense que c'est quelque chose de, là pour le coup, de vraiment radical, de très violent et de subi. Et donc ça me conforte dans les luttes que j'essaye de mener, ça me conforte dans l'idée que moi et d'autres, nous sommes effectivement à la bonne place, puisque les savoirs qu'on essaye de transmettre font peur à ceux dont les opinions sont fragilisées par, en gros, les sciences humaines et sociales. On sait très bien que le fascisme se nourrit du mythe, qui supporte pas la confrontation avec le réel, au point que faire une simple visite d'études dans un hangar de bénévoles d'une ONG met le feu aux poudres.
Donc je pense que ça nous réaffirme dans les directions qu'on a prises. Et finalement, les moments de confrontation violente, mais j'imagine que de votre côté, c'est peut-être pareil, c'est aussi les moments de réassurance de la pertinence de nos luttes. Parce que c'est vraiment les instants où on a le sentiment, parce qu'on a toujours des doutes quand même aussi sur les directions qu'on prend, surtout dans le long terme. Et là, c'est des moments où on a l'occasion de se souvenir qu'on est au bon endroit et que ce qu'on fait, c'est peut-être exactement ce qu'il faut faire, effectivement. Donc on continue. Ça, c'est intéressant parce que c'est assez contre-intuitif. On peut se dire potentiellement que ce genre d'événement effraie, fait fuir, pourrait presque faire fuir. Et au contraire, toi, tu dis que chez toi, ça a au contraire réaffirmé une envie, une réassurance, en te disant finalement mon combat est le bon et je lâcherai pas le morceau, quoi. Oui, parce que ce sont eux qui ont peur. C'est ça, en fait. Il faut vraiment se souvenir de quel côté est la peur. Si maintenant, étudier la frontière, ça fait peur aux militants de Reconquête et affiliés, voilà, enfin, nous, je pense qu'on n'a pas peur. Enfin, si, la violence, c'est désagréable et il faut vivre avec. Mais elle peut surgir aussi de manière à l'improviste. Voilà, mais non, je crois qu'il faut vraiment se rappeler de quel côté est la peur. Et du coup, tu as fondé en 2018 le collectif Migration 59. C'est un collectif d'hébergement citoyen, du coup, qui offre un accueil de répit aux exilés bloqués en transit à Calais. Alors déjà, ce serait chouette que tu nous présentes un petit peu ce collectif, de qui il se compose, ses actions, ses missions, ses objectifs. Replace un peu tout ça. Oui, alors c'est un collectif qui est né dans un contexte assez précis. Je travaillais en tant que philosophe de terrain donc dans les campements de Calais sur la condition migrante. Ce que j'ai essayé de comprendre, c'est comprendre la politique migratoire française à partir des effets de ceux qui la vivent, à savoir les principaux concernés. Donc j'ai fait beaucoup de terrain à Noirmont-Fonte et essentiellement à Calais. Et évidemment, j'ai écrit là-dessus et je pense que l'écriture est une forme d'action aussi, mais elle a ses limites, surtout aujourd'hui. En particulier, écrire de la philosophie. Bon, le lectorat est quand même pas immense. Et puis, on prêche des convaincus, c'est toujours aussi un peu ça. Et puis, faire du terrain, ça veut dire côtoyer des personnes avec qui on a tissé des liens de confiance, qui acceptent de livrer, alors pas leur récit, parce que moi, j'étais pas du tout en quête de récit, j'étais en quête d'analyse. Je sollicitais les exilés pour avoir l'expertise de leurs conditions de vie. Mais du coup, forcément, voilà, c'est plus des personnes, c'est plus une masse anonyme ou des silhouettes indistinctes comme ça peut être le cas par l'intermédiaire de la presse, y compris la bonne. Voilà, c'était des vraies personnes que j'ai côtoyées, le dernier bouquin, pendant 1 an et demi quand même. Donc, et puis il y a je le raconte souvent parce que c'est ça le déclic, ce matin de novembre 2017 où il avait neigé très tôt cette année-là, où un jeune exilé éthiopien, Abi, me téléphone et il me dit... non, c'était la journée. Il me dit la police est passée, ils ont pris toutes les couvertures et toutes les tentes. Je vais essayer de trouver quelque chose auprès des associations. Et puis le soir, il me rappelle et il me dit il y a plus rien, on est complètement démunis. Je vais marcher toute la nuit pour ne pas mourir de froid en fait. Donc la nuit est rude pour tout le monde. Et le lendemain matin, je suis dans ma voiture en train de rouler vers Calais pour aller chercher Abi et le ramener à la maison. Et donc là, tout de suite, on est percuté par le réel. Et avec ma famille, parce que accueillir, ça implique la sphère privée, donc celle de la famille, on décide d'accueillir. Je ne sais pas si c'est une décision, parce que quelque part, on a le sentiment de ne pas avoir le choix non plus. Le sentiment peut-être que c'est ce qu'il faut faire aussi. C'est toujours cette idée d'être au bon endroit et de faire ce qu'il faut faire et ce qu'on peut faire aussi. Ça, c'est un truc qu'on peut faire. Voilà, on est dans une maison, on a 3 chambres, il y en a 2 qui sont occupées, une qui est pour les amis, et puis elle n'est pas tout le temps occupée. Donc on se dit, oui, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Puis en fait, assez rapidement, on se retrouve avec 5 personnes qui campent dans le salon, et on demande à nos amis s'ils peuvent accueillir leurs amis. Et puis, en quelques semaines, le collectif Migration 59 est né, et ça fait 5 ans. Voilà, donc on fait vraiment ce qu'on appelle de l'accueil de répit, qui est adapté à ce qui se joue dans notre zone frontière, où, vous le savez, beaucoup de personnes viennent, non pas pour s'installer, en tout cas pas a priori, mais dans l'idée de passer la frontière vers l'Angleterre, et se retrouvent en transit de plus en plus longtemps, parce que la frontière a été complètement verrouillée par des moyens technologiques et humains absolument inédits.
Et donc, pour qu'ils ne soient pas trop abîmés par cette vie dehors, on leur propose de venir se reposer, se laver, partager un petit temps un peu plus réhumanisant les week-ends dans des familles sur tout le Nord-Pas-de-Calais, à Roubaix, sur la métropole, un peu partout. Et donc, on fait cet accueil tous les week-ends. C'est pas les mêmes personnes chaque week-end parce qu'on n'a malheureusement pas assez de place. Mais on propose ce répit tous les week-ends depuis 5 ans. Ouais. Ok, donc ça éclaire un petit peu cette action au sein du collectif finalement. Est-ce que du coup, tu peux nous partager ta vision de ce que c'est qu'une hospitalité politique, une politique de l'hospitalité ? Alors, je suis gênée avec ce mot, même si je l'utilise aussi. Je pense que c'est un mot de philosophe, mais c'est peut-être pas le mot qu'on utilise dans la vie ordinaire. Dans la vie ordinaire, je crois qu'on utilise plutôt le terme d'accueil. Et l'hospitalité, je m'en méfie, parce que quand on parle, il y a eu comme ça des demandes de la part d'écrivains ou de collectifs d'écrivains adressés à l'État d'une politique de l'hospitalité. Et donc j'ai effectivement réfléchi à ce que ça pouvait dire. Et au mieux, c'est ce qu'on a fait avec les Ukrainiens. Donc, oui, l'hospitalité, elle peut être très sélective, hein, c'est-à-dire que c'est une pratique, elle n'est pas nécessairement inconditionnée, donc on peut mettre des mécanismes de sélection, des critères raciaux, sociaux, pourquoi pas confessionnels, pour admettre celui à qui on va offrir l'hospitalité. Et puis, il faut se souvenir aussi que conceptuellement, l'hospitalité a été longtemps considérée comme un élément religieux, c'est-à-dire une vertu, y compris d'ailleurs dans le monde grec, avant le monde chrétien ou catholique. Et donc une vertu, c'est quelque chose de privé, donc on l'a ou on l'a pas. Et vous voyez, il n'y a pas d'obligation à l'hospitalité. Il me semble que ce qui est plus intéressant, c'est les pratiques sociales et même les devoirs sociaux d'hospitalité qui existent dans de nombreuses cultures et que un demi-siècle de libéralisme, ou plutôt de néolibéralisme, nous ont fait complètement perdre. Et à part dans le monde rural où ça reste encore un petit peu plus ancré, parce que on a des granges ou des espaces dans lesquels il est parfaitement normal, au sens social du terme, d'accueillir celui qui en a besoin, le compagnon de route, la personne qui est de passage, etc. Donc moi, ce qui m'a intéressée, c'est de retracer ce qu'on a comme histoire d'accueil dans nos généalogies, parce que je me suis rendu compte que quasiment tous et toutes, nous avons des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont accueilli ou qui ont été accueillis, et de renouer avec le fil de cet héritage. Moi, je raconte souvent que je ne serais pas là si ma grand-mère n'avait pas caché un jeune homme qui fuyait le STO à la frontière franco-allemande pendant les années 40. Et c'est de cette histoire d'accueil qui était parfaitement ordinaire pour l'époque qu'est née ma mère, et puis on poursuit la filiation. Une histoire d'amour, quoi, finalement. Ça s'est fini comme ça. Ok. Ouais. Politique de l'hospitalité, donc finalement un rapport plutôt à la généalogie, c'est intéressant, un retour en arrière qui nous ramène aux périodes de guerre aussi du coup, où à un moment donné nous aussi on était en déplacement, moi aussi j'ai des grands-parents qui ont dû se déplacer et être accueillis pendant quelques temps chez des gens, et à l'époque ça semblait sans doute quelque chose de tout à fait naturel. C'est intéressant, tu évoques le néolibéralisme, de quelle façon selon toi ce système est venu entacher notre capacité à être hospitalier du coup? Mais parce que le néolibéralisme a durci cette idée que la sphère privée est complètement dédiée au loisir. Et d'ailleurs, parfois, quand je discute de l'accueil qu'on organise collectivement avec Migration, certaines personnes me disent « Ah, c'est sympa ton hobby, mais moi j'en ai d'autres ». Et donc, mais voilà, c'est compliqué parce que on a un peu désengagé. Quand je dis on, c'est pas tout le monde, mais le néolibéralisme nous a encouragés à purger la sphère de la famille des obligations, y compris d'ailleurs des obligations familiales, ce qui commence à être vraiment perturbant dans nos compositions de liens familiaux. Et donc, entre la piscine et le yoga et le barbecue avec les copains, il n'y a plus trop de place pour ni nos engagements ni nos devoirs. Et donc, c'est peut-être un peu has-been, mais moi, je crois beaucoup à l'idée de devoir. Et je pense que c'est important aussi que la sphère privée, ce soit celle des devoirs familiaux, celle des devoirs sociaux, et l'accueil, à mon sens, en fait partie. Et la plupart des gens qui accueillent dans le collectif le font pour des motifs moraux ou religieux, d'autres aussi pour des motifs militants, mais c'est pas forcément ce qui s'impose tout de suite, parce que beaucoup de gens qui accueillent, c'est une question de l'accueil qui dépasse les clivages politiques, ne sont pas forcément des militants. Et deviennent militants en accueillant des clandestins parce qu'ils se heurtent à une telle violence d'État
ils ne peuvent que devenir militants, puisque militer, c'est militaire, ça veut dire qu'on combat, on est en lutte. Donc en fait, on devient en lutte, mais par une pratique non violente, qui est celle de l'accueil. Ouais, ça c'est très très intéressant ce que tu es en train d'évoquer, parce que justement ça peut introduire ce thème de la radicalité qu'on évoquait que tout à l'heure. Pour beaucoup de personnes, accueillir des gens chez soi, surtout des gens qui ne sont pas comme nous, hein, comme on dit souvent les autres, ceux-là, ces gens-là qui nous semblent de loin comme ça très différents, ça apparaît comme une chose tout à fait radicale. Effectivement, ça l'a moins été quand il s'agit d'accueillir peut-être les Ukrainiens. Comment tu vois cette notion de radicalité? Est-ce que toi, tu as l'impression de vivre dans un contexte de radicalité finalement? Alors d'abord, je trouve ça beaucoup moins fatigant d'accueillir des exilés que sa belle-mère. Ça, c'est à titre personnel. Voilà. J'aime beaucoup ma belle-mère, mais... alors, moi, je suis très, très méfiante vis-à-vis de ce mot « radicalité ». Alors, ça dépend qui l'utilise. C'est-à-dire, je comprends très bien que toi, Benji, quand tu l'utilises avec cette idée d'ancrage dans la terre, de retrouver ses racines, ça a un sens tout à fait différent. Alors après, je me méfie aussi parce que l'enracinement, Maurras, bon, voilà. Mais radicalité, c'est le nouveau mot du gouvernement pour essayer de discréditer les alternatives politiques. C'est-à-dire qu'il y a cette idée défendue par l'extrême centre que aujourd'hui, les militants, ils sont dans l'opposition stérile, il n'y a pas d'alternative, ils sont là pour critiquer, ils sont là pour casser, mais ils proposent rien. C'est complètement faux. Les militants à Bure, à Notre-Dame-des-Landes, dans plein d'endroits, construisent des alternatives qui marchent, dont aujourd'hui ils ont suffisamment de recul pour dire qu'elles marchent. Et ces alternatives-là, elles sont discréditées par le gouvernement via le terme de radicalité. Je ne sais pas, mais quand tout à l'heure, tu as eu un propos qui, moi, me parle beaucoup. Tu as dit, mais en fait, quand je suis partie, c'était un déménagement. Je veux dire, héberger des personnes exilées ou devenir zadiste, c'est la même chose que ce qui vous arrive après, alors c'est moins sympa, une rupture, un deuil, un changement professionnel. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des bifurcations tout le temps dans nos vies. Simplement, la plupart ne sont pas choisies. C'est vrai, quand on a un deuil, un divorce, on doit tout reconfigurer. C'est compliqué parce qu'en général, on le subit et c'est pas très heureux. Ce que je trouve génial avec le militantisme, c'est qu'on est sur des bifurcations joyeuses. Parce qu'en fait, les militants, la ZAD, c'est des endroits géniaux parce que c'est des endroits de joie, en fait. Et c'est ça qu'on a un peu perdu parce qu'on a le sentiment qu'on milite que dans les manifs, où on s'en prend plein la tête par la violence d'État, et c'est vrai que c'est pas très joyeux à ces moments-là. Mais en fait, tous les moments où on tisse les fils des alternatives, sur des temps longs, c'est des moments hyper joyeux. Nous, pourquoi, après 5 ans, on continue à accueillir? C'est par devoir, d'accord, mais c'est aussi parce que c'est des moments joyeux, sinon on ne serait pas là en pleine autoflagellation à subir une sorte de martyre de l'accueil. Mais pas du tout, enfin, personne ne le ferait. Donc, je pense que c'est... Voilà, je me méfie de la radicalité parce que aujourd'hui, il faut qu'on arrive à défendre, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui, la grande crédibilité des alternatives qu'on fait. Alors peut-être qu'elles sont sur des petites échelles, mais je pense qu'aujourd'hui, les petites échelles sont justement les bonnes et qu'on doit s'en saisir voilà, dans l'enthousiasme. J'aime bien cette idée, finalement. Oui, on peut l'applaudir, je pense que c'est engageant. Ça dédramatise beaucoup cette question de la radicalité, entre guillemets. Finalement, il n'y a rien de radical dans le fait d'avancer dans sa vie, parce que finalement, c'est ça qui se passe. C'est juste, on se laisse finalement influencer par des rencontres, par un désir soudain d'aller découvrir un mouvement. Et finalement, c'est un déménagement, et puis c'est tout. C'est l'accueil de gens chez soi, et ça continue d'être la vie, quoi, quelque part. Et finalement, le terme de radicalité, en tout cas tel que tu le présentes là tout de suite, Sophie, c'est aussi une stigmatisation de la part des gouvernements qui veulent peut-être nous effrayer ou nous faire croire que c'est très difficile, que c'est très extrême, que c'est très clivant, alors que finalement, c'est vrai que comme le vivaient nos grands-parents, c'était comme ça, voilà, c'était dans la vie. Et c'était le fruit, peut-être, on pouvait parvenir grâce à ces expériences-là à apprendre et à grandir, ou même à trouver l'amour et ensuite à intéresser sur cette notion de l'hospitalité une génération suivante. Bon, je vais juste quand même signaler qu'aujourd'hui tu es sur un travail autour de la politique dans les quartiers populaires, du coup notamment à l'ALMA, hein, qu'on connaît, qui est proche, et du coup sur les mouvances de l'extrême droite, pardon. Tu as du coup fondé la coordination antifasciste pour l'affirmation des libertés académiques et pédagogiques.
Comment ça a bouclé la boucle quelque part pour toi, ce travail-là, sur cette lutte? Non, c'est simplement que je me suis rendu compte de l'ampleur de l'offensive de reconquête et de l'extrême droite vis-à-vis des savoirs, que ce soit l'enseignement supérieur et la recherche ou l'éducation nationale. Je pense qu'il y a un vrai enjeu qui a trait avec l'identité même de notre école, puisque l'école républicaine, sous la Troisième République, c'était une école qui visait à former des citoyens pour consolider l'héritage de la Révolution. Donc elle n'a jamais été neutre, elle n'a jamais été purgée de toute idéologie. Et je pense que beaucoup de collègues sont très mal protégés par les institutions et se heurtent aujourd'hui à ce qui est en gros la fascisation de la société. Moi, pour l'anecdote, ce qui est à la racine de la campagne que j'ai subie de la part de l'extrême droite en novembre, c'est le fait que des collègues, mais aussi des étudiants, soient eux-mêmes affiliés à Reconquête et au Rassemblement national. Donc des étudiants qui font des sciences humaines. Donc voilà, je crois qu'il y a un vrai terrain de lutte là aussi, et on est en train d'organiser à la fois une autodéfense collective, mais je pense qu'il ne faut pas être toujours la proie des agendas des autres. L'autodéfense c'est bien, mais il faut aussi passer à l'offensive, parce que sinon on ne se retrouve jamais dans le contrôle de nos luttes. Ok, merci beaucoup. Comme ça on en sait un peu plus aussi pour toi sur la suite de ton parcours. Ah non, parce que il y avait beaucoup de choses dans cette question, donc là je vais essayer de... Mais oui, il y a effectivement des agents de fascisation, en particulier au ministère de l'Intérieur, et ce depuis fort longtemps. Enfin, nous, par exemple, sur Calais, on a vu les choses vraiment se durcir sous la présidence d'Hollande et de ses ministres de l'Intérieur, qui ont complètement... voilà, c'est le fossoyeur de la gauche, enfin, comme chacun sait. Donc, il y a des trahisons comme ça dont on paye beaucoup le prix. Et je ne sais pas si vous avez pu consulter un peu le projet de loi Asile et Immigration de Darmanin, mais il y a un grand absent, c'est l'accueil. Et donc là, on se demande quand même, on voit l'irréalisme complet de ces politiques qui après vont vous dire « Oh non, mais nous, on est pragmatiques, on est réalistes, on ne fait pas de bons sentiments ». En fait, ils sont déconnectés du réel. Comment c'est possible de penser l'immigration sans l'accueil? Mais vous voyez, moi je suis philosophe, d'un point de vue conceptuel et logique, ça va pas du tout. C'est impossible, c'est la quadrature du cercle. Donc, on voit bien où ça veut en venir. 100% de répression, quoi. Donc, voilà, on est dans un contexte comme ça, et du coup, ça nous amène, comme ce que tu disais tout à l'heure, à réfléchir à comment on va avoir une action efficace avec nos petits moyens, compte tenu du rapport de force. Et ce qui est, nous, la plupart de nos militants, c'est pas des gens qui vont aller mettre un casque et allumer le feu. Donc, comment est-ce qu'on va le faire aussi de façon non violente? Et puis peut-être constructive, du coup, parce que parfois, on est obligé d'utiliser la violence dans des formes d'autodéfense, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans la construction de quelque chose. Et en fait, ce qui est génial avec l'accueil, c'est que c'est à la portée d'à peu près tout le monde, mais ça les embête, en fait. Alors, jusque-là, juridiquement, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à nous empêcher d'accueillir. Et encore moins depuis que, grâce à Cédric Herrou, on a fait réaffirmer le principe constitutionnel de fraternité. Donc, jusqu'ici, on a l'état de droit de notre côté, ça les embarrasse. Il faut savoir que nous, on va à Calais donc, tous les samedis matins, et tous les samedis matins, on se fait contrôler par des CRS qui viennent nous dire « Non, là, on arrête tout, vous pouvez pas, vous sortez les migrants des voitures ». Et là, on sait qu'on en a pour 20 minutes, on est très patient, on est habitué, c'est une sorte de rituel, parce que les compagnies de CRS changent tout le temps. Et on finit toujours avec nos voitures pleines à repartir avec nos passagers, futurs invités des familles. Donc on se dit, voilà une petite action qui, 1, les embête, 2, n'est pas si minuscule. Pourquoi? Parce que là, on a calculé... c'est un calcul qui remonte à septembre dernier, donc on peut encore grossir les chiffres. On a accueilli et aidé dans leur entreprise d'exil, depuis 2018, plus de 3000 personnes. Bon, c'est quand même pas négligeable. Et on continue. Donc, et puis en plus, les gens qui accueillent se font du bien. C'est-à-dire que c'est une reconfiguration de la vie. Bon, en plus, c'est le week-end, donc en général, c'est pas intenable avec des vies très chargées. Les gens sont contents de le faire après, parce qu'ils ont le sentiment que là, il y a un levier et qu'ils font. Parce qu'il y a une stérilité des manifs, etc. Là, on a l'impression qu'on fait. Simplement pour finir, toujours sur votre question, on a une conception quand même assez
cadrer de l'accueil. Bon, il y a une équipe, il y a une charte, c'est encadré, on accompagne les personnes qui accueillent au moins au départ, parce que ça peut, enfin voilà, c'est comme, il y a une sorte d'éthique de l'accueil, on va dire. Et donc, on fait pas de la mise à l'abri. Ça veut dire qu'on va pas chercher des logements vides pour y mettre des personnes, on les accueille. Donc on est là au moins un petit peu, on partage. Et en fait, c'est ça la sobriété, c'est le partage de l'espace. C'est-à-dire, moi, j'ai une maison qui fait 100 mètres carrés. C'est très confortable pour 3 personnes et 2 poules. Et on peut accueillir 2-3 personnes les week-ends de temps en temps, peut-être pas tous les week-ends, largement. On a aussi accueilli une personne pendant 2 ans. Voilà. Mais plutôt que d'aller ouvrir des nouveaux espaces, partageons les espaces qu'on a. Alors après, je suis d'accord que moi, c'est une demande que j'ai adressée à la ville de Roubaix. D'ailleurs, pour tout vous dire, ça va rester entre nous, on a ouvert une maison. Et puis ensuite, on l'a occupée et on a demandé à la mairie de Roubaix si on pouvait y loger des personnes. Bon, la maison a été mise sous scellé et on est en négociation. Parce que bien sûr que 11 000 logements vacants sur cette commune, c'est proprement insupportable. 11 000 logements vacants. Mais c'est pas de l'accueil. C'est un réinvestissement de l'espace, mais qui est tout aussi nécessaire et qui s'inscrirait plutôt du côté, non pas de la citoyenneté, mais d'une politique publique. Absolument. Il y avait une autre question, et après on passera au témoignage suivant. Mais en fait, les centres de rétention, en particulier à Calais, existent déjà. En fait, ça, c'est pour la com. C'est pour dire qu'ils font des choses. Et le problème, c'est qu'il y a une sorte de surenchère de communication parce qu'on doit dire tous les 6 mois qu'on fait plus de choses parce que les migrants sont toujours là. Mais en fait, il y a déjà des millions et des millions d'euros. Il y a déjà des murs de 4 mètres de haut bétonnés partout à Calais. Tous les espaces verts ont été déboisés pour empêcher les exilés d'aller s'abriter sous l'hospitalité naturelle de l'arbre. Donc la ville de Calais, c'est une ville qui est terrible. Hein. Architecturalement, c'est atroce. C'est d'ailleurs terrible aussi pour les gens qui y résident en permanence. Donc ça, c'est la com politique, mais ils font ça depuis 30 ans. Depuis quand même 2017, ça s'est largement durci. Voilà, le centre de rétention de Coquelles, il est tout le temps plein à craquer et on y met tout aussi bien des exilés que des militants, y compris des militants britanniques. Oui, qui essayent d'être solidaires avec les exilés. Donc voilà, c'est le changement dans la continuité. Mais vous avez raison, c'est effrayant. Et il faut continuer à s'effrayer. Il faut résister à ça. Merci beaucoup, Sophie, pour ton témoignage et merci pour les questions aussi, chers participants. Du coup, on va passer... On va passer à un projet qui va peut-être apporter quand même quelques réponses par rapport, Madame évoquait les flux migratoires qui, on le sait, vont aller en se renforçant. Hein. Il y aura de plus en plus de migrants, très probablement. Et donc cet accueil, il faut absolument pouvoir s'y préparer, l'anticiper et peut-être aussi le reconceptualiser si c'est plus une question au niveau politique. Donc Louisa et Vincent vont nous présenter le projet HELP, donc habitat écologique léger et partagé, qui est en cours de travail dans le quartier du Trichon, juste à côté de nous. Alors Louisa, Vincent, vous vivez tous les deux à Roubaix, dans le quartier du Trichon justement, et vous êtes donc tous les deux investis au sein de ce projet. Vincent, toi tu as 61 ans, tu as 3 enfants, et tu es et as été animateur social à Roubaix dans différents projets de solidarité. Avec d'anciens militants de l'Almagar, tu as fondé le groupe local des Verts en 1988 et c'est un parti que tu as quitté en 2014. Alors, pourquoi d'abord cette première bifurcation ? Parce que il me semblait qu'il fallait porter une certaine radicalité sur l'écologie et que la conquête du pouvoir, aujourd'hui on est minoritaire, j'ai l'impression, et que la conquête du pouvoir et la présence dans des institutions sont nécessaires, hein, mais qu'il y a aussi un combat politique à mener en dehors de la conquête du pouvoir et à réouvrir des espaces de discussion politique où on raccroche les casquettes au vestiaire, où on n'est pas dans un jeu électoral de conquête du pouvoir. Donc il y a la démocratie de l'intérêt général quand le moment électoral est fermé. Et cet espace-là, il n'existe plus dans notre ville, et dans beaucoup de villes. Et donc moi, il m'a semblé personnellement que c'était important
de faire vivre l'université populaire et citoyenne et qu'il fallait y mettre de l'énergie et que c'est difficile. J'ai cru longtemps que je pouvais faire les deux. Je pouvais me présenter aux élections puis après repartir de l'autre côté, mais c'est très difficile parce qu'on est tout de suite pris dans un jeu d'étiquettes très très collante. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Mais je pense que c'est important qu'il y ait aussi des gens qui soient sur la conquête du pouvoir. Il faut être sur les deux. Mais j'ai l'impression aussi que malheureusement, l'écologie est pas aux portes du pouvoir. Et c'est plutôt l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir aujourd'hui. Et donc on a intérêt aussi à penser de l'autonomie, de la résistance, sans penser qu'on va simplement devenir monsieur le maire ou monsieur le président de la République, quoi, voilà. D'où la création, effectivement, comme tu le disais, de l'Université populaire et citoyenne. Donc pour resituer un petit peu aussi, toi, tes centres d'intérêt, c'est vraiment les questions démocratiques, finalement, face à la violence qui t'intéressent, et les questions écologiques face à l'effondrement. Donc pour revenir aussi sur les thèses que défend Vincent, qui peuvent apparaître pour certaines et certains radicales, pour d'autres non, on en discutera après. Toi, tu nous parles beaucoup dans ce mouvement de Roubaix en transition de l'économie de l'entraide. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu entends par là ? Je pense que si on est face à une situation de pénurie, voire d'effondrement, ce qui est probable, qui est possible maintenant avec le dérèglement climatique. Alors là, il y a déjà la moitié de la planète qui est en situation d'effondrement. On parle des Occidentaux que nous sommes, qui vont voilà. Et aujourd'hui, avec un effondrement de la biosphère, qui est quelque chose qu'on n'a jamais connu. Donc voilà. Et donc, si on réfléchit à ces situations-là sérieusement, c'est comment on va réagir dans des situations de crise comme ça. Et on sait qu'il y a quelque chose qui peut se développer, c'est l'entraide. Il y a la violence et l'entraide. Et on dit la même chose des quartiers populaires. On dit il y a plus de solidarité et plus de violence aussi. Et donc je pense qu'il faut qu'on travaille cette culture de l'entraide et qu'on obtienne des politiques de l'entraide pour pouvoir résister collectivement. En fait, là, ton discours, Benji, voilà, quand il raconte l'entraide qu'il y a sur la Notre-Dame-des-Landes, mais c'est ça qui nous sauve. C'est-à-dire que je suis comme toi, moi je suis pas charpentier, je sais, et si je dois me débrouiller tout seul, c'est une catastrophe. Et donc c'est justement parce qu'on arrivera à faire ces réseaux-là qu'on pourra résister pour survivre, pour vivre même, mais aussi parce qu'il va falloir se confronter à la violence. Et parce que ça va pas être bisounours. Et donc c'est parce qu'on aura des réseaux forts dans notre quartier, là où on vit, qu'on connaîtra nos voisins, qu'on aura fabriqué des choses ensemble, et qu'on ne sera pas simplement sur bonjour, bonsoir, mais je vais au boulot, mais je vais ailleurs. Donc il faut renouer avec son quartier. Que peut-être on sera un peu plus agile et qu'on aura les gestes de premier secours et qu'on évitera de se taper dessus pour avoir le pot de Nutella ou pour avoir le... Donc moi c'est cette réflexion-là qui me pousse. Et puis je pense qu'à Roubaix, on a par la situation de Roubaix, dans les quartiers populaires, il y a plus d'entraide peut-être qu'ailleurs. Et il y a déjà des gens qui se sont organisés autrement que, je dirais, le boulot, la consommation, et qui ont déjà peut-être un peu bifurqué, alors de manière non choisie, certainement, mais il y a peut-être des savoirs plus qu'ailleurs dans cette ville. Et donc, je me dis que c'est peut-être ici qu'on peut réfléchir plus facilement et qu'il y a plus d'espace pour faire des choses. Et donc, c'est là-dessus qu'en plus, on a gagné quelque chose, c'est ces friches en face de Baraka. Et donc, il y a des projets qui sont lancés sur l'autonomie alimentaire, donc la ferme urbaine, El Cagette, et on veut ouvrir un deuxième chantier sur la question de l'habitat. Donc, à la fois retaper les logements vides, donc les logements vacants, première priorité avant de construire du neuf. Et si on fait du neuf, on fait du léger, c'est-à-dire selon les principes qu'a évoqués, c'est-à-dire quelque chose de réversible, quelque chose qui coûte pas cher, quelque chose qui redonne l'acte de construire aux citoyens. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on voudrait travailler. Merci beaucoup Vincent. Du coup, on va présenter aussi Louisa. Louisa, tu as 56 ans, tu as 2 enfants, et après un CAP couture, tu quittes ta famille et la pauvreté de Roubaix pour aller à Paris, où tu cherches l'autonomie et la liberté aussi.
et tu accumules des boulots alimentaires, tu crées une société de négoce que tu tiens pendant 4 ans, et puis tout d'un coup tu arrêtes tout pour partir avec ton sac à dos voyager, donc au Canada, en Indonésie, puis au Népal. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ce départ intervient dans ta vie et pourquoi tu as eu besoin de partir à un moment donné comme ça? Ben, je pense que voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, on y réfléchit très jeune en fait. Quand on voit pas de débouché. Je pense qu'à partir de 12 ans, j'étais enfant un peu adulte, parce que le Nord, c'était quand même les usines. Moi, j'ai grandi en face d'une usine toute ma vie, et j'ai vu des ouvriers, et j'étais fille de migrants. Et pour être fille de migrants, voilà, c'est pareil, il faut... comme nos parents nous l'apprennent, il faut s'intégrer. Donc je l'ai appris très vite, le mot intégration. J'ai appris très vite aussi le mot fascisme, enfant aussi, par la couleur et par plein de choses. Mais voilà, je me dis, bon, à 16 ans, fais-toi... Je suis quelqu'un de très très positif. Donc même enfant, dans mon malheur et tout, j'ai quand même... Je me projetais avec beaucoup de positivité, parce que je me dis, finalement on n'est que des humains, quoi, et on n'a pas beaucoup de temps, donc autant se protéger, voilà. Donc je me suis dit, bon, je vais partir à 16 ans avec mon sac à dos, et je vais bien voir ce qui se passe. Donc je suis descendue à Saint-Jean-de-Luz, mais avant Saint-Jean-de-Luz, comme il y avait des grèves d'avions, et en plus, à la place de Roubaix, la mairie à l'époque, elle était toute piétonne avec des bus et tout. J'ai encore plein de beaux souvenirs de Roubaix. J'aime beaucoup Roubaix. Hein. Je suis revenue il y a 12 ans. Je suis partie plus de 25 ans, et finalement, je me suis dit comment je vais faire pour m'habituer à Roubaix. Et je me suis dit, bon, Roubaix, c'est sympa. Il y a un côté artistique que j'ai probablement aussi qui m'a attirée. Et ce côté aussi... aidant, parce que j'ai connu quand même les sœurs à l'époque qui nous aidaient, nous les enfants d'immigrés, à faire des devoirs, à faire des jeux, à sortir de Roubaix un petit peu. Enfin, ils étaient vachement, comment on appelle ça, combattants aussi. Donc j'ai connu un peu ces gens-là, et je les admirais. Même enfant, je les admirais. Je me dis, ils s'intéressent à moi, c'est génial, quoi. Enfin bref, bon, donc c'est un truc quand même s'il y avait du négatif, il y a du positif. Et avec ce positif-là, j'ai avancé. Et du coup, à 16 ans, je suis partie. Je me suis dit, bon, Saint-Jean-de-Luz, ouais, c'est pas mon truc, c'est la plage, les vacances. Donc je me suis dit, je vais bosser un peu sur Paris. Paris, j'ai bossé pratiquement 10 ans, quoi. Et j'ai fait un peu de tout sur Paris. J'ai fait de la vente. Je me suis retrouvée dans un magasin comme ça à Rivoli, avec des chaussures de luxe, des femmes de luxe. Je me suis dit, mince, c'est quoi ce truc? Donc j'ai travaillé 6 ans, je suis partie. Je me suis dit, je vais travailler avec les enfants. Je vais travailler avec les enfants. Je me suis dit, c'est un bon plan. Donc, comme j'ai pas fait d'études, on m'a jamais poussé ni du côté de mes parents, ni du côté de ma mère, je veux dire, parce que ma mère, en fait, c'est la fille, c'est la cuisine, c'est la couture, et j'ai même appris rue du Coureur. Il y avait des sœurs qui avaient un petit truc, et on faisait la cuisine le matin. Non, oui, le matin, et l'après-midi on faisait de la couture. Donc on a appris ça, voilà. Et moi à l'école on m'a dit bon c'est couture, et je reviens un peu en arrière, je fais des va-et-vient. Parce que en fait, c'est comme ça que ça se déroule dans ma tête. Je sais pas pourquoi, mais j'ai des souvenirs comme ça. Je suis pas du tout quelqu'un de structuré. Je peux pas avoir un truc là. Il a essayé, Vincent. Moi, j'y arrive pas, quoi. Mes histoires, je les balance comme ça vient, et voilà. Enfin, bon, j'ai beaucoup bougé, et j'ai fait plein de choses. Donc j'ai travaillé Montessori avec les enfants, et là c'est pareil, ça m'a pris. Je me suis dit tiens, au Canada, je vais aller voir si je peux faire un petit truc, parce que bon j'étais voilà, la fille à Paris, un enfant, un mari, un appartement, et je commençais à étouffer, quoi. Je commençais à faner. Je me suis dit oula, c'est pas ton truc.
Donc je suis partie au Canada. Au Canada, je me suis dit, oula, c'est encore moins ton truc. Parce que- Donc je suis revenue, je me suis dit la montagne. La montagne, c'est une bonne idée. Donc je suis partie en montagne et là j'ai fait ma formation d'accompagnatrice en moyenne et haute montagne. Bon, pas de diplôme, je dis c'est pas grave, j'ai bien appris. Je suis revenue et voilà, j'ai commencé à voyager avec pour une Allemande qui faisait des pierres. Et là j'ai l'horizon, du coup au Népal, là, c'est clair à 7000, ça ouvre les horizons quoi. Et je me suis posé la question avec le gros point d'interrogation, qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis dit, bon, voilà, je vais revenir sur Roubaix. Comme il était inscrit, mon papa était Alzheimer, donc très malade. Donc je me suis dit, je vais m'investir et je vais. Entre-temps, je me suis occupée aussi d'un enfant avec le spectre autistique, Asperger, voilà. Très intéressant, très, très intéressant. C'est pareil qui vous pousse au combat. Un combat face aux instituts, face à l'école, parce qu'ils veulent vous le caser dans des cases. Et moi, j'ai mené mon combat pour qu'il puisse être dans un milieu normal, enfin, entre guillemets, quoi. Et d'ailleurs, ça a fait, puisque, voilà, il me dit, mais moi, je me sens totalement normal, différent des autres, mais normal. J'ai dit, t'as tout gagné, c'est ce qu'il fallait comprendre. Donc, il a compris ça, donc il est complètement investi, il est heureux, il est bien, on est heureux. Parce que, voilà, je me suis fait aussi un travail sur moi-même, parce que c'est quand même un travail sur soi-même. C'est pas facile de se dire, il faut que je change, il faut que je bifurque à chaque fois. Tant que ce qu'on a derrière la tête, vous le remettez devant pour le reconnaître un petit peu, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Donc après, je me suis informée sur l'écosystème et tout ça. Je me suis dit, oula, là, on commence à avoir des informations sur comment on appelle ça, hein? Le réchauffement climatique. Voilà. Tu peux Merci rapprocher beaucoup. un peu le micro, Louisa. Merci beaucoup. Voilà, j'ai rencontré dans mes voyages, j'ai rencontré des gens très intéressants parce que c'est là où je rejoins, c'est le partage. Et en fait, vous n'êtes pas en communauté, c'est le partage, c'est la richesse, c'est ça qui fait qu'on peut aller dans un mouvement où on va pouvoir informer les gens surtout, parce que c'est l'information. Et ça, depuis longtemps on sait ça. C'est que les informations ne passent pas. La communication, c'est bizarre, hein, c'est par peur ou par innocence. Moi, pour ma part, c'était par innocence. Et après, quand je me suis informée, je me suis dit, ouais, bon, je pense que tu es plutôt du côté où il va falloir ton côté humain, altruiste un petit peu, et ton côté je veux bien manger, parce que pour moi, c'était très, très important pour mes enfants. C'est de bien manger, de pas leur donner des pesticides, des choses comme ça, quoi. Donc j'ai bifurqué, voilà. Ouais, Ça me va, permet je peux- d'introduire aussi El Cagette et puis les jardins partagés que tu as investi toi en tant qu'habitante du Trichon finalement. Donc El Cagette, c'est une épicerie solidaire pour ceux qui ne sont pas du quartier. Et puis les jardins partagés du Trichon, c'est la ferme urbaine qui est un peu plus visible, un peu plus étendue, qui fait quand même quelques hectares. Du coup, non, j'exagère, moins que ça. 6 000 mètres carrés, je crois, exactement. C'est moins que ça. Pas encore. Pas encore. Bientôt. Toujours Et du bientôt. coup, toi, comment finalement cette sobriété, mais cette fois-ci choisie, cette sobriété que tu avais enfant dans ta vie, et comment tu l'as fait revenir à ton existence, mais cette fois-ci choisie, avec des engagements qui te permettent aujourd'hui justement d'avoir le sentiment que tu nourris bien ta famille, comment finalement cette sobriété tu la vis aujourd'hui dans un quotidien choisi? Avec beaucoup de... Voilà, je suis quelqu'un qui se contente de peu, parce que j'ai pas envie de vivre dans un système. Je suis quand même je me suis retirée je me suis peut-être pas avouée au début, mais là, ça fait quand même plus de 18 ans, même 20 ans, que je me suis retirée un petit peu, entre guillemets, du système travail, boulot, dodo, parce que j'ai vécu aussi à Paris. C'est ce qu'on dit à Paris. Donc, c'est pour ça que je me suis et je vis avec peu de moyens et avec mes combines. Et en fait, ça m'a permis de réaliser qu'on a perdu les 5 sens, en fait.
on a perdu ces 5 sens où on doit en fait construire des choses. Et je me suis dit, ben en fait c'est ça, et vivre ma vie surtout, parce que dans une société, il faut surveiller l'heure, il faut surveiller ça, il faut faire attention à ci. Et moi je me suis dit non quoi, je ne supporterai plus tout ça quoi. C'est intéressant parce que ça a été quand même évoqué par Benji tout à l'heure, mais finalement la bifurcation c'est aussi un besoin d'un appel Liberté. d'air, Liberté. de liberté, de retrouver finalement son pouvoir. Tu l'évoquais tout à l'heure, Benji, cette notion de pouvoir, de pouvoir choisir, quoi. Voilà. Et du coup, bon, tu découvres l'UPC, le projet HELP, jusqu'à en devenir présidente. Du coup, ça me permet d'introduire ce projet. Donc, il faut savoir que le projet HELP, c'est le premier projet de hameau léger en milieu urbain. Vincent, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu ce qu'est un habitat écologique léger et partagé, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, et peut-être quelle valeur ça incarne aussi? Oui, donc l'idée c'est de faire des modules. Là, vous avez là une maquette qui a été faite par 2 étudiantes là, de l'ESAT. Donc l'idée c'est de faire des petits habitats. C'est la première chose écologique, c'est la surface, hein, c'est réduire nos surfaces d'habitat. Donc un module là, l'idée c'est 30 mètres carrés pour une personne, 45 mètres carrés pour 2, donc c'est déjà pas mal. Mais c'est tout de même moins que ce qu'on trouve souvent. Et donc l'idée, c'est de faire une structure bois, c'est de faire quelque chose de réversible, de démontable, d'utiliser des matériaux de réemploi qui sont déjà présents dans la ville, plutôt que d'aller chercher des matériaux neufs. C'est essayer de réfléchir à l'autonomie énergétique, au traitement des eaux, à l'utilisation de la voiture, à toutes ces choses-là. Et donc il y a un lieu partagé, et il y a 7 modules. Et voilà, qui peuvent être on peut les assembler, on peut les diviser, enfin tout est possible. Et on veut aussi que ça soit accessible à tous. Donc on est sur l'idée d'une coopérative d'habitants. Donc on est tous locataires et on met des parts dans la coopérative. Donc il n'y a pas de propriétaire. Et donc ça permet, on devient une espèce de petit bailleur social, c'est-à-dire que des gens peuvent rentrer. Le ticket d'entrée peut être très très modeste, comme il peut être plus important. Il peut y avoir des gens aussi qui investissent dans le projet sans forcément y habiter, mais qui sont actionnaires de la coopérative, je dirais. Donc c'est ces idées-là qu'on voudrait mettre en œuvre à Roubaix. Et on pense que ça donnerait une visibilité à une démarche de transition, à une démarche de bifurcation, comme vous voulez. Hein. Mais qu'aujourd'hui, il faut construire des récits, il faut montrer à voir. Et que c'est que parce qu'on voit des choses vraiment différentes, que tout d'un coup on peut commencer à essayer de se projeter, et qu'on peut aussi commencer à discuter avec même les politiques. Hein. Les politiques n'arrêtent pas de dire je veux du concret. Enfin, tout le monde dit ça d'ailleurs. Hein. Bon, le blabla c'est bon, les idées, nanana, il faut des réalisations. Donc il y a une part de vérité dans ça, même si je pense que il est essentiel aussi de discuter, de débattre, mais en même temps, il faut qu'on arrive à sortir de terre des projets comme ça, et que c'est le premier dans la région, et que donc, si vous connaissez des gens intéressés, à venir nous aider à gagner cette bataille-là, je pense que si on arrive à le faire à Roubaix, ça peut avoir un effet d'impact fort sur plein d'autres lieux, et de domino, voilà. Alors ça me permet d'évoquer une petite anecdote, mais quand j'ai rencontré Vincent et qu'il m'a parlé en partie aussi de ce projet HELP, il a tout de suite évoqué les bobos écolos qui rêvent de se fabriquer un écolieu à la campagne. Et à l'intérieur, je me disais, oh merde, c'est exactement ce que je veux faire, et je me suis sentie complètement. Et du coup, Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer aussi pourquoi tu penses que c'est important de faire ça en plein cœur d'un milieu urbain à Roubaix, quoi? Je pense que c'est pour des raisons politiques. Je pense qu'on est dans les sociétés urbaines à 70%. Et donc, si on veut changer, si on veut créer des mouvements qui changent la société, je pense faut aussi agir en ville. Et dans les milieux urbains, créer du mouvement, donner à voir. Et c'est plus facile en ville qu'à la campagne. Et donc, et ça demande peut-être moins d'énergie de le faire dans une ville que de le faire à la campagne. Parce que souvent, les gens qui partent dans un écolieu, même s'ils veulent bouger le territoire dans lequel ils sont, ça demande des bagnoles, ça demande Souvent, les gens sont éparpillés. Il y en a un qui habite là, l'autre, il habite à 20 bornes, le boulanger, il est à 30 bornes. Et donc, c'est très difficile de faire communauté. Sauf peut-être à Notre-Dame-des-Landes, mais qui est tout de même unique,
où là, ils ont réussi à être, vraiment à concentrer et faire que quand tu sors de chez toi, tu rencontres quelqu'un d'autre qui est dans le même trip. Mais les communautés plus petites, souvent les écolieux à quelques-uns, on voit que les liens avec les autres sont compliqués à construire. Donc je pense qu'à Roubaix, il y a vraiment de l'espace pour faire ça. Il y a, que je disais tout à l'heure, il y a déjà plein d'entraide, il y a plein de friches. Il y a plein de et puis voilà, il y a moins de pression immobilière, le marché est moins présent, donc c'est peut-être ici que c'est important. Et il faut qu'on ait une réflexion politique, c'est-à-dire où est-ce qu'on met nos billes et dans quoi on met nos énergies. Et aujourd'hui, on est, je crois, la difficulté, c'est qu'on est tous super éclatés, on est tous au courant de plein de trucs, mais on arrive, voilà, il y a des choix à faire qu'on fait pas assez. Moi, je dis souvent pour plaisanter. Tout le monde me dit, ah oui, c'est bien ce que tu fais, oui, mais demain c'est la fin du monde, mais j'ai pas le temps. C'est un peu tout la question. Oui, j'ai mon boulot, j'ai ma famille, j'ai mon... Enfin, ce que tu disais sur les loisirs, je trouve que c'est vraiment tout le temps libre, c'est considéré comme du loisir, donc on va pas se fatiguer. C'est organisé. Et puis le travail, voilà, c'est super important. Et je n'agis que dans le cadre professionnel, quasiment. Et du coup, voilà. Et donc, pour moi aussi, l'économie de l'entraide et le projet d'habitat partagé léger, c'est réduire mes dépenses, et appeler des gens aussi à réduire leur mode de vie en termes de dépenses pour retrouver du temps pour investir une économie de l'entraide. C'est-à-dire comment je retrouve du temps pour aller voir mes voisins, construire un quartier d'entraide et une culture de l'entraide dans ce quartier-là. Ça veut dire du temps et de l'énergie. Et pas que une réunion de temps en temps le soir et un week-end sur 5. Donc c'est comment on arrive à vraiment dégager du temps, à ce que des gens puissent faire des choix de temps partiel choisis, bouger leur entreprise pour faire la semaine des 4 jours. C'est peut-être des premières étapes, voire plus, mais qu'on se rende compte qu'on doit absolument passer du temps là où on habite, là où on est, là où on vit, et qu'on doit se relocaliser nos vies, pas simplement l'économie, quoi. Mais voilà. Se reterritorialiser. On l'a entendu aussi tout à l'heure. Toi, tu défends plutôt une bifurcation radicale, donc c'est intéressant. On aura eu plusieurs. On a fait tout l'éventail des visions sur cette notion de radicalité. Toi, comment tu penses cette radicalité et comment tu penses qu'on peut penser cette radicalité aussi sans se couper des autres et devenir un peu sectaire, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien. Il y a Alain Caillé, là, un gars qui a le mouvement des convivialistes, pour ceux qui connaissent, qui a été lancé par des intellos, mais qui est intéressant en termes de réflexion. Et lui, il dit il faut penser un modérantisme radical. Alors, il le pense plutôt dans la pensée, mais dans l'action, je trouve que c'est pareil. C'est-à-dire comment on fait, on arrive à faire des récits où il y a une bifurcation, mais dans lequel les gens peuvent encore se projeter. C'est-à-dire que les gens disent tiens, ça, je peux le faire, c'est accessible. Il y a des gens que je connais et donc c'est trouver le curseur jusqu'où on le déplace. Et donc, et petit à petit, de chercher plus loin. Donc, parce que c'est vrai que radicalité, ça peut faire peur aussi. C'est-à-dire, ça peut être violent. Et le risque, c'est qu'on fasse une secte. C'est qu'on fasse un espèce de truc. Ah boy, ça, c'est les cinglés du coin qui font leur truc. Et puis que même les gens, nous, on sait, nous, on est dans. Et toi, tout ce que tu fais, c'est mal. Donc, avoir conscience qu'on est tous complètement plein de contradictions. Moi, le premier, et de dire, on essaye de bosser pour sortir de ces contradictions et d'amener les gens, chacun, à contribuer à ça. Et on a besoin des autres. Donc voilà, c'est ça, ce mouvement-là qu'il faut essayer de faire et qui porte une radicalité. Mais je suis pas fervent non plus de ce mot-là. Hein. Mais en même temps, je trouve que c'est intéressant. C'est par rapport aux petits pas, quoi. Enfin, ah oui, mais alors il y a beaucoup de gens. Faut pas aller trop loin parce que tu comprends. Tu peux pas demander, déjà, c'est aller là, c'est déjà pas mal. Et je suis d'accord, mais le problème, c'est que les scientifiques, enfin, le contexte de la planète, de l'urgence, nous permet. On n'a pas 5 générations pour petit à petit changer nos modes de vie. C'est pas vrai. Donc là, il faut. Comment on fait pour se bouger très très rapidement et pour changer plein de choses dans notre vie très rapidement. Et c'est cette question-là qui est devant nous et comment on fait, quoi. Voilà. Ce sentiment d'urgence. Et du coup, pour revenir au projet HELP, qui peut-être te permettra de dire de quelle façon
ces messieurs et ces mesdames pourraient demain bifurquer un peu plus vite. T'en es où, toi, de ce projet et c'est quoi la suite, là, prochaine? Pour l'instant, bon, on a déjà la ferme urbaine donc on voudrait faire ce projet-là le long de la rue de Soubise, donc qui est proche de la ferme urbaine. On essaye de faire de ce quartier du Trichon, en fait, on veut en faire un démonstrateur d'une transition écologique et de gagner déjà ce pari-là, de faire un écosystème. Donc on a commencé à faire plusieurs associations, hein. Il y a les paysans, il y a l'Université populaire, il y a HELP, il y a le CAGET, et donc de continuer à faire ça et d'essayer d'avancer de cette manière-là pour ensuite essayer d'obtenir des politiques publiques qui facilitent ça, qui reproduisent ça, et donc voilà, c'est dans ce sens-là qu'on veut aller. Ok, super, merci beaucoup Vincent. Du coup, c'est à vous, hein, comme vous le savez, c'est votre tour de vous exprimer. Est-ce que vous avez des questions sur ce projet HELP? Est-ce que ça vous évoque des choses? Est-ce que ça vous parle? Préciser aussi, hein, ce qu'on veut faire au Trichon, c'est vraiment essayer de montrer qu'on peut faire une autre rénovation urbaine qui mobilise les habitants, l'entraide, qui mobilise regarder les logements vides avant de construire quoi que ce soit. Donc on veut essayer de faire cette démonstration-là citoyenne. Bien sûr, il faut être solidaire des mouvements d'opposition aux destructions et au NPRU, mais en même temps, je pense qu'on doit essayer de montrer qu'on peut faire autrement. Est-ce que tout le monde est là à dire bah ouais, mais tu comprends, c'est comme ça, hein, c'est l'État, sinon t'as pas le pognon. Donc c'est ça qu'on veut essayer de faire. Et je voulais dire aussi, dans le projet HELP, parce que on fait les NPRU au nom de la mixité sociale, mais une mixité sociale qui est dégager les pauvres de Roubaix et faire du logement de standing pour attirer les classes moyennes. C'est ça l'idéologie de la mixité sociale. Mais est-ce que en même temps, on peut pas essayer de faire des mixités qui soient vraiment choisies, qui soient vraiment portées par des groupes. Donc sur HELP, on voudrait qu'il y ait cette mixité avec des gens en précarité de logement, avec des gens comme moi de classe moyenne qui bifurquent. Et il faut arriver à faire ces projets-là. On voudrait aussi qu'il y ait une dimension, bien sûr, d'accueil dans ce projet-là. Donc d'essayer d'intégrer et montrer qu'on peut faire ça à Roubaix et que c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Donc ça serait une première. Donc on a besoin de beaucoup de force tout de même pour arriver à gagner ça. Pour que, alors on avait été voir le maire et Garcin, ils avaient dit ouais, ok, pourquoi pas. Enfin voilà. Maintenant on va rentrer un peu plus dans la phase opérationnelle. Donc il va falloir qu'on obtienne ça et qu'on montre que c'est vachement important, que ça peut être innovant, que c'est beau pour Roubaix de faire des projets comme ça. En revanche, ce que je trouve intéressant de souligner, monsieur, dans ce que vous dites, et c'était quand même une chose que tu m'avais partagée quand on s'est rencontrés, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de projets qui se font contre l'avis des locaux, des gens qui sont sur place, qui ont quand même la légitimité de connaître leur quartier, parfois depuis quelques générations. Et c'était aussi à la base pour cette reconstruction finalement neuve mais sauvage dans sa façon de procéder, sous couvert de co-construction qui finalement n'est pas tellement co-construite. Ce que tu fais avec le projet HELP, c'est aussi une reprise de pouvoir à nouveau, hein, c'est un terme qu'on a beaucoup entendu. Donc, tout ce qui s'est fait au Trichon, ça s'est fait par d'initiative du bas vers le haut. Et donc ça, ils sont pas habitués. Quand on va aller voir en disant on a un projet, oui, mais non, d'habitude c'est descendant. C'est-à-dire, vous suivez, vous répondez aux appels à projets des institutions. Vous n'êtes pas porteur d'un projet. Donc ça, on a perdu toute cette vie associative. Hein. Donc il y a aussi à défendre ça, à défendre l'initiative des gens et écouter les gens. Enfin, on était dans pas mal de combats, la table de quartier et autres, où on méprise, et notamment les gens des quartiers populaires. Donc c'est inventer autre chose. Il y a d'autres luttes en cours, hein, à Saint-Sauveur notamment, là en ce moment pour l'aéroport de l'Équin. Finalement les ZAD, elles ne sont pas nommées comme ça parce que c'est des mouvements plus associatifs aujourd'hui, mais il y a beaucoup de mouvements de gens qui luttent pour qu'on respecte une autre forme d'existence du territoire. Donc voilà, je me permets d'en faire un peu la pub aussi pour tous ces gens qui... Ah, il y a une question là-bas dans le fond aussi. Une remarque. Peut-être, je voulais réagir sur je crois que tu dis quelque chose d'important sur
Le groupe HELP, il faut voir si on va bien s'entendre au départ, au milieu et à la fin. En fait, moi je pense qu'on n'est pas on cherche pas à faire aujourd'hui à trouver les habitants tout de suite. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on fasse un processus ouvert tous ensemble là sur ce projet-là et qu'on fasse des ateliers. C'est-à-dire que si on veut faire, si on demande de la concertation au pouvoir public, il faut que nous-mêmes on le fasse de manière ouverte, c'est-à-dire qu'on ouvre un processus de réflexion et on veut que tout le monde vienne. Et c'est dans le processus de réflexion, de discussion des différentes étapes de construction que peut-être les uns et les autres se décideront à dire tiens, ben moi j'y vais, je fais le pas et je veux habiter là. Et donc on va essayer de faire ça à la rentrée. Donc aujourd'hui, là, c'est un peu la première étape de lancement et on va faire une deuxième étape lors du printemps de la transition, donc 18 juin, dimanche 18 juin, il y a une fête sur le jardin. On aura une première structure d'un module. On a des copains charpentiers qui vont faire une structure de module. On va essayer de mettre après, trouver un peu de sous pour faire un module témoin qui sera sur le site de la ferme. Et là, qui devrait amener du débat, de la discussion. Et on va construire avec Zoé des ateliers ouverts sur tout l'aspect financier, juridique, sur l'aspect mode de constructif, sur l'aspect gestion. Voilà. Et petit à petit, on essaiera de dégager un groupe de pionniers qui accepteront d'habiter ensemble sur ce site. Et de participer surtout à ce beau projet. Hein, on dit la graine, la feuille. Donc voilà, comme aux ZAD, par petits bouts, on arrive à sensibiliser. Voilà. Ouais. Donc rendez-vous le 18 juin pour venir découvrir un premier module de HELP. Alors, on a très peu de temps, mais j'aimerais quand même vous interroger juste, peut-être nous donner une phrase, une idée forte qui vous a marqué pendant ce temps d'échange collectif. On peut peut-être commencer avec toi, Vincent, puis tu passes le micro à ta voisine brièvement. Hein. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Alors, moi, je trouve que c'est formidable à la fois la ZAD et ce qui a été fait là, ça nous a nourris tous bien au-delà de la ZAD en elle-même. C'est-à-dire que tous les imaginaires ont évolué grâce à cette lutte et je trouve ça vraiment formidable. Et puis bon, la question de l'accueil, moi je crois aussi que c'est le cœur, c'est vraiment un truc fondamental de réfléchir à cette question-là, de façon de vivre ensemble. Et donc voilà, moi je retiens ça. Merci Vincent. Louisa, pareil, en une phrase. En une phrase, je sais pas, mais moi ce qui me... En fait, c'est s'apercevoir qu'on n'est pas tout seul à avoir l'idée de justement d'un autre système, quoi, d'une autre vision des choses. Oui, alors je profite de la petite phrase pour vous informer que nous organisons un concert au profit de Migration le 24 juin avec plusieurs artistes à la salle Aliende à Mont-Saint-Barreul à partir de 19h. Il y a du rock, du blues, du reggae et du hip-hop, si je me souviens bien. Donc j'ai mis des flyers un peu partout et vous êtes les bienvenus. Voilà. On n'arrête jamais l'engagement. Pour la propagande. Merci Sophie. Benji, peut-être une phrase avec laquelle tu repars à l'issue de cet échange. Ben, moi, je repars avec plein de courage. Enfin, je suis admiratif de vos engagements, la réponse que tu apportes face aux attaques de l'extrémisme. C'est vrai que Benji, là, c'est un peu le héros du jour. Hein. Et puis, en encouragement pour HELP, moi, je pense qu'il y a de grandes chances d'y arriver, mais je pense que ce sera avec des personnes qui soit ont... Enfin, comment dire, ça va se faire avec les personnes qui en ont nécessité et qui seront prêtes à le faire de gré ou de force devant les institutions, quoi. Et que l'idée d'avoir un endroit témoin et de lancer le processus, c'est une chose, et puis trouver les personnes qui auront envie de le faire, quel que soit, enfin, parce qu'elles en ont nécessité, je pense que ça sera solide, quoi. Moi, je vous le souhaite en tout cas. Et je nous le souhaite à tous les Roubaisiens d'ailleurs, et Roubaisiennes. Merci beaucoup Benji. Je vais terminer sur une citation de Saint-Exupéry, parce que c'est bien de prendre un peu de champ, un peu de recul. Une illumination soudaine semble parfois faire bifurquer une destinée. Mais l'illumination n'est que la vision soudaine, par l'esprit, d'une route lentement préparée. Et vous, chers participants, quelle bifurcation vous préparez-vous ?
Voilà, je vous remercie d'avoir été avec nous cet après-midi. Un grand merci à Saison 0 pour son accueil. Je vois qu'il y a plein de choses à manger. Il va y avoir un spectacle après. La fête continue. Merci aussi à la Fondation Abbé Pierre et à la Fondation de France pour leur soutien financier. Et puis, j'espère vous revoir prochainement au sein des collectifs de quartier, au sein des concerts qui financent les belles actions aussi. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Merci.